Tac. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien le chat? Dites-moi que je vais baisser le son. Attends. Hop. Je baisse le son, bon micro. Vous m'entendez bien ou pas le chat? C'est pas le même micro que chez moi quand même. Hein. Ouais, on m'entend bien. On m'entend trop bien carrément. On va investir dans du matos alors. Hein. Les mecs, je vais retirer le screen. Dans 3, 2, 1, hop là. Voilà. Les amis, je suis avec Manuel Bompard. Enchanté, Bonjour. enchanté. Salut, ça va? Les gars, je vous avais promis, les gars, je vous avais promis avec le The Event, tout ça, l'invité, le big invité, même Daniel Raz, ils auront un peu le seum. Bah, c'était Manuel Bompard. Comment vas-tu? Ça va? Et Ça toi? va, ça va. Ouais. Ça va, moi, on m'a montré vos locaux, etc. Genre, vraiment incroyable. Les gens avec toi, les militants, ils sont trop sympas. Ouais, on a une belle Trop équipe. sympa. Franchement, on a une belle équipe. Et puis, sympa, pro, militant. Et voilà, ils sont efficaces. Et on va en avoir besoin parce que ce qu'il y a devant nous, il va y avoir besoin Les de défis bien à venir, travailler. Hein. ouais, ça va être compliqué, les défis à venir. Ah, on a une super équipe, ouais. Je pensais croiser monsieur le big boss Mélenchon, mais malheureusement. Et t'es parti juste avant. Ah ouais? Pas juste avant, mais quelques minutes avant, ouais. Bon, ça va, il n'y a pas de problème de micro, les gars, tout va bien, l'écran, etc. Bon, il y a pas mal de sujets d'actualité que je vais évoquer avec monsieur Manuel Bompard. J'ai le droit de le tutoyer, il m'a dit que je On peux. peut. Donc, avec le Liban, avec ce qui se passe aussi en Martinique et aussi en Guadeloupe, et le nouveau gouvernement, Marine Le Pen, le RN, la possible censure, le budget qui arrive bientôt. Ça va être le moment pour moi de te poser pas mal de Allez, on y questions. va. J'ai pas besoin de le présenter, genre, vous connaissez tous Manuel Bompard maintenant. Il n'y a pas besoin. Député, France Insoumise depuis des années. Il est député à Marseille. C'est ça. Quel arrondissement? Alors, je suis député du centre de Marseille, c'est ce qu'on appelle la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et en arrondissement, en gros, c'est le premier, le deuxième, le troisième. Pour ceux qui connaissent pas forcément les arrondissements à Marseille, c'est le Vieux-Port, mais il y a aussi Noailles, Belzins, la Belle de Mai, la Joliette, le Panier. C'est le centre historique de Marseille et le début des quartiers nord avec notamment le 3e arrondissement, c'est la Belle de Mai, Saint-Mauron, Félix Piat. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Marseille, c'est ça. C'est là-bas dont je suis le député. Et je suis très fier d'être député de cette circonscription parce que c'est à la fois une circonscription de centre-ville, mais c'est une circonscription aussi avec une population qui est confrontée à des grandes difficultés. Le 3e arrondissement de Marseille, c'est l'un des arrondissements, on dit parfois c'est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. Ah, d'Europe, carrément. Ouais, en tout cas, c'est un endroit où il y a beaucoup de difficultés. Et j'essaye du mieux que je peux de porter la parole des habitantes et des habitants de ce quartier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le rôle du coordinateur de la France Insoumise que tu es? Alors, coordinateur de la France Insoumise, donc en fait, ça veut dire que j'anime ce qu'on appelle la coordination de la France Insoumise. Dans la coordination de la France Insoumise, il y a 21 personnes qui chacune sont en charge d'un secteur. Okay. Donc il y a des gens qui s'occupent de l'organisation des événements, des meetings, des choses comme ça. Il y a des gens qui s'occupent de la communication, il y a des gens qui s'occupent du programme. Il y a les personnes qui sont membres de ce qu'on appelle l'Institut La Boétie, qui est la fondation qui est associée à la France Insoumise, qui fait du travail sur le fond, qui organise des conférences. Donc par exemple, dans cette coordination, il y a Mathilde Panot en tant que président du groupe parlementaire, il y a Jean-Luc Mélenchon et Clémence Guettet qui s'occupent de l'Institut La Boétie, il y a Manon Aubry qui est présidente du groupe au Parlement européen, il y a Louis Boyard. Voilà, on est un certain nombre. Et ben notre travail, c'est d'organiser au quotidien l'activité du mouvement insoumis. Okay. Voilà, c'est pas mal de boulot, mais après c'est intéressant. Et après, on a une équipe, l'équipe que tu as pu rencontrer en venant. Super sympa d'ailleurs, vraiment. Ouais, venez nous aider, hein, on a besoin d'être le plus nombreux possible. Franchement, j'étais ravi, super sympa, super accueillant. Ils m'ont passé des bonbons, un peu d'eau, tout ça. Non, merci. Mais on va rentrer dans le. Allez. On va rentrer dans le dur. J'ai vu une vidéo ce matin, je me suis levé, j'avais un peu mal à la tête, j'ouvre mon compte Twitter, je vois. Alors moi, je me suis levé à 12h30. Ah. Je me lève un petit peu tard, ouais. J'ouvre Twitter, je vois les soldats israéliens qui vont sans doute envahir le Liban, mais ils vont l'envahir, à pied. Genre, il y aura des militaires qui vont rentrer dans le territoire. J'aimerais savoir c'est quoi ta position et même celle de LFI par rapport à ce conflit. Ma position, c'est pas touche au Liban. Ma position, c'est que malheureusement, depuis plusieurs mois maintenant, nous, on alerte, la France Insoumise en particulier, mais on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de gens en France qui alertent sur le fait que après
les attentats qui ont eu lieu le 7 octobre, il y a eu une riposte de l'armée israélienne qui est juste inacceptable et insupportable, et qui se fait avec une cruauté, un nombre de morts qui sont, qui sont glaçants, et vous avez vu les images comme moi, et que personne ne fait rien, personne ne dit rien, la communauté internationale laisse faire. Et nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que si vous dites rien, si vous laissez faire, bah forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que Netanyahou s'arrête. Donc, après avoir continué le génocide en cours à Gaza, après, ça c'était pendant l'été, s'être attaqué à la Cisjordanie, Oui, aussi. et bah maintenant, il s'attaque au Liban. Et comme personne ne dit rien, que personne ne fait rien, et que les outils du rapport de force que pourrait utiliser la France pour l'empêcher de le faire ne sont pas utilisés, bah forcément, il continue. Et donc maintenant, il s'attaque, y compris. Alors pour l'instant, il parle de frappe à la télé, mais quand vous tuez, comme dans la journée de lundi, 500 personnes, c'est pas des frappes, ça s'appelle des bombardements. Oui. Parce que quand c'est des frappes, c'est soi-disant pour faire croire que ce seraient des frappes ciblées sur des personnes qui seraient responsables d'actes à l'égard du territoire israélien. La vérité, c'est qu'ils tuent des civils, des enfants, et que c'est juste inacceptable. Ça s'appelle des crimes de guerre, c'est une violation du droit international. Et si la France avait un peu de continuité dans ses positions historiques, elle ne pourrait pas laisser passer ça, parce que la France, elle a une relation particulière avec le Liban. C'est ça. Mais voilà, on laisse faire. Et je Il y a trouve des que soldats aussi il y a une effectivement, il y a une force d'interposition des Nations Unies, et la France en assume une grande part, c'est-à-dire que dans les forces de l'ONU, il y a beaucoup de soldats qui sont des soldats français. Et puis on a une relation de proximité avec le Liban. Et franchement, je trouve ça terrible parce qu'en fait, bien sûr, il y a le bilan humain, il est dramatique, mais c'est aussi terrible parce que ça montre à quel point la diplomatie française, elle s'est effondrée depuis que Macron est au pouvoir. Avant, la France aurait levé le doigt, aurait pris la parole, aurait dit stop, ça suffit, ça vous faites pas. Mais bon, ils font rien. Alors là, apparemment, ils ont demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. J'ai vu aussi, tu vois, comme moi je consomme beaucoup de médias, il y avait aussi l'histoire des beepers, les talkie-walkie. Oui. Tu vois des chroniqueurs, éditorialistes qui disent waouh, l'opération limite c'est incroyable, spectaculaire, c'est du jamais vu, comme s'ils avaient des étoiles dans les yeux. On appelle ça, pour moi, c'est du terrorisme. Bien sûr, mais enfin, Désolé. franchement, c'est incroyable qu'il y ait eu des voix en France pour saluer cette initiative. Même si vous considérez, c'est pas mon cas, mais même si vous considérez qu'il y avait des cibles qu'il fallait toucher, etc., mais juste, faudrait peut-être savoir que si vous avez un talkie-walkie ou un beeper sur vous, personne ne peut contrôler le moment où il va exploser, de savoir si la personne en question, elle n'est pas dans un commerce avec des gens qui sont en train de faire leurs courses, elle n'est pas en famille avec des enfants qui, même si on considère que les personnes en question avaient des choses à se faire reprocher, ceux qui sont autour, ils n'en avaient aucune. Donc là aussi, c'est difficile à comprendre parfois, mais il y a des lois dans la guerre en fait. Ouais. Et il y a ce qu'on appelle du droit international. Et le fait de frapper de manière indistincte des cibles militaires et des cibles civiles, ça s'appelle des crimes de guerre. Ça doit donner lieu à des poursuites et à des jugements devant les tribunaux, en l'occurrence la Cour pénale internationale. Et depuis des années et des années, les observateurs internationaux ont commenté à de multiples reprises le fait que l'armée israélienne était responsable de crimes de guerre, mais personne ne fait rien. Ça a un petit peu bougé il y a quelques mois, vous vous en rappelez peut-être, quand le procureur de la Cour pénale internationale avait dit qu'il envisageait de prendre des mandats d'arrêt contre Netanyahou. Ça a donné quoi ça d'ailleurs? On attend toujours de savoir. Mais vous avez vu à l'époque comment ça a levé, et ça c'était pareil, c'était stupéfiant, ça avait levé une réaction dans le champ politique en France des macronistes de la droite qui remettaient en cause la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale, le statut de la Cour pénale internationale, il a été voté en France sous Jacques Chirac. Et voir la droite française, qui est soi-disant la tradition, la continuité de Chirac, remettre en cause le statut de la Cour pénale internationale, qui est certes pas parfait, mais qui est juste le seul truc dont on dispose au niveau international pour juger les crimes de guerre. Je trouve que voilà, ça montre l'affaiblissement et l'affaissement des principes de la droite française et d'une grande partie de la classe politique en France. Est-ce que tu penses qu'Israël n'a aucune limite? Genre, par exemple, il s'impose aucune limite au point que les pays ils vont pas agir. À quel moment, par exemple, les États-Unis pourraient agir vraiment où ils estiment qu'Israël ils abusent de leur position? C'est difficile à dire, mais en vérité, ils ont déjà abusé de leur position. Oui, bien sûr, mais est-ce que ça peut
ça peut monter encore en puissance. Bah, est-ce qu'ils peuvent... oui, bah, à la fin, de toute façon, si on laisse faire comme ça sans bouger, tout le monde sait qu'à la fin, ça va aller vers un embrasement Oui, généralisé. Parce que derrière, au Liban, c'est le Hezbollah. Derrière le Hezbollah, tout le monde sait qu'il y a des influences iraniennes, qu'à un moment, l'Iran ne va pas laisser faire. Et à la fin, on veut quoi? On veut une guerre, la guerre totale, comme ils totale disent. généralisée. Tout ça, Donc, non seulement c'est criminel de laisser mourir comme ça des femmes, des enfants. Je rappelle que sur Gaza, on parle de plusieurs, aujourd'hui on parlait de plusieurs dizaines de milliers de morts, mais quand on comptabilise les victimes directes et les victimes indirectes, il y a eu notamment une contribution dans une revue scientifique qui s'appelle The Lancet qui évoquait quasiment 200 000 personnes qui sont mortes, victimes civiles directes et indirectes à Gaza. Et puis là, au Liban, la journée de lundi a été la plus meurtrière de ces dernières années. Donc non seulement c'est criminel, mais en plus c'est irresponsable, parce qu'à la fin, forcément, ça va conduire à un embrasement généralisé. Donc après, on peut me dire, oui, mais la France toute seule, elle peut pas tout faire. Peut-être que la France toute seule, elle peut pas tout faire, mais au moins, elle peut essayer de faire quelque chose. Et franchement, depuis un an, Macron, il a fait quoi, à part des tweets pour dire cessez le feu. La France, elle peut faire la reconnaissance de l'État de Palestine. L'Espagne l'a fait, par exemple. Qu'est-ce qui empêche à la France de le faire? Rien. La France, elle peut faire des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou, c'est-à-dire on prend les individus du gouvernement et on leur inflige des sanctions économiques, des interdictions de circuler sur le territoire européen. On l'a fait contre les oligarques russes. Pourquoi on n'est pas capable de le faire pour le gouvernement israélien? La France, elle peut décréter un embargo sur les livraisons d'armes. On peut suspendre, il y a un accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël. C'est l'un des accords économiques les plus intégrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits israéliens, en quelque sorte, ils peuvent rentrer sur le territoire de l'Union européenne sans droit de douane, globalement. Donc en fait, ça favorise et ça facilite les exportations pour les Israéliens. Et c'est comme s'ils étaient dans le marché unique européen, pour aller vite. C'est un des accords d'association les plus poussés. Bah, c'est quand même pas très compliqué de le suspendre, parce que si vous ne mettez pas des limites à Netanyahou, et ces limites, c'est pas juste des paroles, c'est des limites qu'ils subissent concrètement l'impact de ce qu'il fait, bah faut pas croire que l'autre il va s'arrêter, il va continuer. En plus, j'ai vu, moi quand j'étais petit, je consommais pas trop la télévision. Je regardais un petit peu, il y avait toujours des moments à la télévision où le journaliste explique que tel journaliste a été tué dans quel pays, ou même en otage, etc. Là, j'ai vu des articles comme quoi il y a beaucoup de journalistes qui sont morts parce qu'ils ont voulu rapporter les faits de la situation dans la bande de Gaza. Il n'y a eu aucun mot de la part de journalistes, et là je parle de CNews, des BFM TV, etc., où il n'y a rien, pas un mot. Il y en a eu au moins presque 200, je crois, 200 journalistes. C'est la honte des médias français. C'est la honte. De ne pas être capable d'avoir un mot, un traitement médiatique de cette situation. C'est vrai pour les journalistes, il y a eu des bombardements sur les écoles, il y a eu des bombardements sur des hôpitaux, il y a eu des bombardements sur les églises, là, parce qu'ils essayent de dire que c'est les musulmans contre les juifs. Il y a eu des bombardements sur les églises, mais personne ne dit rien, ne fait rien. Enfin, pas personne, je ne veux pas dire ça, parce qu'il y a plein de gens qui essayent, mais du point de vue des autorités politiques constituées de la communauté internationale, franchement, c'est une honte. Pour moi, cette séquence restera à jamais comme une séquence qui aura ridiculisé le droit international, et ça restera comme une tache de sang sur le drapeau de l'ONU, de la communauté internationale de manière générale, d'être incapable de faire quoi que ce soit pour que ça s'arrête. Alors on peut y arriver, c'est pas vrai. Netanyahou, il n'est pas aussi puissant que ça. S'il y a un vrai travail diplomatique, de rapport de force, de sanctions, c'est possible de le faire bouger. Justement, j'allais t'en parler. Est-ce que, supposons, on est un peu dans la politique fiction, géopolitique fiction, vous êtes président, est-ce que tu aurais... qu'est-ce que tu aurais proposé? Une intervention militaire, une intervention diplomatique, le président qui se déplace au Liban, le ministre des Affaires étrangères? Qu'est-ce que tu aurais fait concrètement? D'abord, la France... En dehors des sanctions que tu m'as parlé. Ouais, d'abord une action diplomatique immédiate, c'est-à-dire vous demandez une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et vous faites voter, et ça nécessite la diplomatie, c'est un art, il faut aller discuter avec les uns, avec les autres, mais vous obtenez une résolution qui condamne immédiatement l'action de l'armée israélienne et qui demande qu'elle s'arrête. Et après, si cette étape-là n'est pas franchie, alors vous avez la possibilité, par exemple, de déployer des forces d'interposition à la frontière pour dire stop, ça suffit, parce que... Tu parles des casques bleus ou... Par exemple, oui. Okay. Alors, il y en a déjà, il y a déjà une force au Liban.
Mais il ne s'agit pas non plus de les mettre tous en danger. Donc, Bien sûr. mais ça nécessite un travail diplomatique. Donc oui, bien sûr qu'on peut faire des choses. Je ne dis pas que c'est facile que les choses soient claires, parce que c'est des rapports de force à l'échelle internationale. Mais quand même, c'est la France. La France, c'est pas n'importe qui sur la scène internationale. On a un poids, on a des partenariats, on a des liens avec un certain nombre de puissances. Et sur la question du Proche-Orient en particulier, on a déjà eu des positions fortes. Sur la question du Liban, on a déjà eu des positions fortes. Et c'est pour ça que je disais, il y a un affaiblissement de la diplomatie française, parce qu'on a l'impression d'être spectateur. Ouais. Alors Ouais, ouais. qu'avant, sur les conflits, c'est pas la première fois malheureusement que Israël envahit le Liban. Mais il y a toujours eu, la France à l'époque avait toujours une position assez centrale dans les négociations pour la paix. Là, on a l'impression qu'on sert à rien. Est-ce que... C'est terrible. Quel impact, parce que j'avoue c'est terrible la diplomatie, on est aux abonnés absents. C'est vrai que notre précédent ministre des Affaires étrangères, monsieur Séjourné, Oui, pas de bêtises, ouais, t'as vu, on se rappelle même c'était pas de son nom. oui, j'ai l'impression que c'était très absent, quoi. Il n'y a rien, genre vraiment c'était vide. Bon là il a fini, je crois, à la Commission européenne, quelque chose comme ça. Ouais, non il est commissaire européen à la place de Thierry Breton qui a Ok. démissionné. Là. Quel impact ces tensions pourraient-elles avoir sur la politique inter-française? Bah, l'impact, il y en a déjà eu beaucoup ces derniers mois. Je pense que tout le monde l'a vu. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je parle de la question palestinienne qui est liée à ce qui se passe au Liban. Mais moi, je trouve que la question palestinienne a été un révélateur Oui. de plein de sujets qui existent dans la société française, un révélateur du racisme, un Oui, révélateur c'est ça. Là je parlais plus de la cohésion sociale, les fractures qu'il y avait. Bah, on les a vus. Il y a eu une forme de radicalisation du débat politique qui est juste hallucinante. Que la France insoumise se retrouve immédiatement traité, traqué d'antisémite à longueur de journée avec une offensive médiatique d'une brutalité inouïe. Pourquoi? Juste pour avoir dit qu'en fait, après ce qui s'était passé le 7 octobre, il fallait immédiatement prendre la parole pour pas légitimer par avance une réponse qui allait être une réponse sanglante. En gros, ce qu'on nous a reproché, c'est de dire ça. Et on a eu, moi j'utilise ce terme, je dis McCarthyisation un peu à l'américaine du débat politique en France, c'est-à-dire que les opinions contraires étaient devenues des crimes en fait. C'est une criminalisation de l'opinion contraire. Donc les gens, et pas que les insoumis d'ailleurs, les militants de la paix, les gens qui se battent pour la liberté du peuple palestinien et son droit à disposer d'un État, se faisaient insulter, traités d'antisémites, poursuivis devant les tribunaux, J'ai vu aussi pour apologie du terrorisme. Ça. Et même des conférences qui ont été annulées. Exactement. Une conférence par exemple avec Jean-Luc Mélenchon qui a été annulée, mais il y a eu d'autres aussi conférences, notamment, je crois que il y a eu avec Rima Hassan. Oui, avec Rima Hassan aussi. Et dans le débat, Ils voulaient juste la paix. On est à la limite, je veux bien qu'on soit pas d'accord avec nous, Oui. mais au moins on a quand même le droit d'exprimer nos positions. Donc je trouve qu'il y a eu un raidissement du débat démocratique en France, où en fait vous n'aviez pas le droit de dire une position qui normalement quand même a toujours été la position assez traditionnelle de la France. Moi je me rappelle, je veux pas faire des éloges à Jacques Chirac, j'avais plein de reproches à lui faire, mais quand Chirac s'était levé sur la guerre en Irak avec De Villepin qui avait fait le fameux discours à l'ONU, je pense que la France, quels que soient les Français, quelles que soient leurs opinions politiques, quand même, ils étaient assez fiers à ce moment-là de dire nous, la France, on est la parole de la paix. Il y avait eu des manifestations pour la paix et tout. Et là, il y a eu toute une volonté de couper ça, d'empêcher tout élan populaire. Pour moi, je suis convaincu que les Français, dans leur grande majorité, ils veulent la paix. Ils n'acceptent pas qu'on massacre la population gazaoui comme on le fait, qu'ils n'acceptent pas qu'on s'attaque au Liban. Mais en fait, il y a eu tellement d'énergie pour couper tout le lien, on a fait peur aux gens, on leur a dit descendez pas en manifestation. Tout ça a été quand même quelque chose de très organisé. Donc aussi avec les étudiants de la Sorbonne qui ont été matraqués par la police, dégagés, ne restez pas là, etc. Et je sais qu'il y avait Louis Boyard aussi à cette époque-là qui accompagnait ces étudiants-là, vraiment big up à lui, mais ça disait oui, la LFI instrumentalise, ils sont manipulés, ils sont toujours là, ils manipulent la jeunesse, attention, alors que les jeunes, ok, ils ont peut-être pas aussi besoin de vous pour participer à la paix. Ils peuvent aussi s'auto-gérer. Tu vois, il y a une auto-organisation de la part des jeunes. Si vous êtes là, tant mieux aussi, mais il n'y a pas une instrumentalisation de la LFI dans ça. Genre, je sais pas, on peut peut-être considérer que les gens sont intelligents, quoi. Oui, ils sont intelligents, ils pensent par eux-mêmes. Et franchement,
La campagne, moi je trouve à ce moment-là, c'est odieux. C'est la campagne qui a été faite contre les jeunes Oui, en leur disant qu'ils étaient manipulés ou oui, instrumentalisés. En fait, ça devrait être une fierté pour la France de manière générale d'avoir une jeunesse qui s'indigne quand ce qu'elle observe à l'échelle internationale, elle trouve ça révoltant, qu'elle se bouge, qu'elle soit pas juste là, juste à aller faire ses études normales pour imaginer sa carrière ouais, professionnelle. Ça devrait quand même être un plaisir. On a besoin d'une jeunesse qui se politise, qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Enfin, je sais pas, quand j'ai vu des responsables politiques dire oui, la jeunesse, elle devrait pas faire ça, elle devrait s'occuper de ce qui la regarde, mais c'est l'inverse. Moi, je suis fier des jeunes quand ils font ça. mais oui, Mais mais oui, donc, il en faut voilà, plus des jeunes comme mais ça. tout ça a été la dérive quand même. Bah, alors, elle n'a pas commencé à ce moment-là, mais la dérive du débat public que je trouve assez grave. C'est une forme on sent de fascisation de la société petit à petit, où il n'y a qu'une opinion politique, qu'une opinion autorisée. Et puis où petit à petit on passe des outils normaux du débat démocratique, des arguments, de la Ouais. controverse, à la police, la justice. Bon, C'est toujours les mêmes thèmes. Moi, je le vois quand je le stream quasiment tous les jours, c'est la même thématique, hein. Genre, ce qui s'est passé au Bois de Boulogne, par exemple, petite parenthèse. Bah là, maintenant, les médias, toujours avec ces informations un peu anxiogènes, où regardez, c'est la faute toujours de l'étranger, toujours la même chose. Toi, t'es fatigué. bah Et ouais. c'est pour ça, les jeunes, et c'est là où j'en ai parlé un peu avec mon chat, avec ma communauté et tout, c'est que, ok, les milliardaires, ils ont beaucoup, les médias, ça les appartient, mais là, ce que les milliardaires ne peuvent pas acheter, c'est Internet. C'est impossible d'acheter Internet, c'est Bah, c'est pour ça impossible. qu'on est là. Mais oui, c'est pour ça qu'on peut parler librement, etc. Bon, ok, je suis sur Twitch, mais là, ça appartient aux États-Unis, mais il y a toujours cette liberté de parole. Ça appartient pas à un milliardaire français qui peut faire fermer ma chaîne Twitch, etc. Bien sûr. Je suis libre, tu vois. Ah, c'est Mais pour ça qu'il y a un enjeu majeur, moi je c'est pour trouve, ça, il et faut dans notre s'investir sur stratégie Internet. à nous, ça a toujours été très Mhm. développé, Ça, vous l'avez compris. d'essayer de... Bien sûr, moi je vais dans les médias traditionnels parce qu'il y a aussi des gens qui les regardent et qu'il faut aller mener la bataille Bien d'arguments sûr. là-bas. Mais il y a aussi une stratégie de contournement de l'officialité médiatique qui permet d'utiliser d'autres outils sur lesquels la parole est beaucoup plus libre et qui permet de parler à des gens en dehors du filtre et du biais médiatique des questions des journalistes où il y a des sujets dont on veut pas que tu parles, où on Ouais, te pose des questions de manière orientée. Enfin, ouais. tout ça, vous l'avez vu, vous avez fait des briefs des différents À chaque médias. fois, il y a toujours cette parenthèse Mélenchon, alors que t'es pas là pour commenter les commentaires de Monsieur Mélenchon. Tu es là pour parler de toi, parler de ce que tu penses. C'est même aussi, il y avait aussi une époque où, alors je sais plus si c'était toi ou pas, mais par exemple, Rima Hassan, elle a fait sa sortie. T'étais là pour commenter la sortie de Rima Ouais. Hassan. Mais t'es pas venu pour ça. Mais ça, ça, c'est la stratégie de lutte de nos adversaires qu'il faut que tout le monde comprenne. Diviser, Oui. nous diviser, foutre le bordel entre nous. Donc, ils espèrent, ils vous interrogent sur les déclarations de quelqu'un d'autre en espérant que vous vous en désolidarisiez. Et puis après, une fois que vous allez avoir dit ah non, peut-être qu'elle s'est mal exprimée, elle aurait pas pu dire ça. Ensuite, ils vont faire une dépêche et ils vont dire Manuel Bompard se désolidarise des propos de Rima Hassan. Donc ça veut dire qu'il y a un problème parce qu'ils sont pas d'accord. Puis après, ils vont poser la question à une troisième personne. Ils vont leur dire mais vous êtes plutôt d'accord avec Manuel Bompard ou plutôt d'accord avec Rima Hassan. C'est toute leur stratégie. C'est pour ça, des gens, des fois, ils comprennent pas pourquoi on fait ça. Mais nous, notre stratégie, ça a toujours été on fait bloc. Parfois, il y a pu avoir une expression qui n'était pas 100% calibrée. Mais en fait, ça sert à rien de prendre ses distances avec. Tu vas juste alimenter la machine de C'est ça, désagrégation c'est ça, médiatique. c'est ça. Donc oui, des fois, on ne dit pas les choses, personne n'est parfait. Hein. Mais à la fin, il vaut mieux se défendre en équipe. Mais moi, j'ai le sentiment que quand on n'est pas d'accord avec la ligne du gouvernement, tu es automatiquement marginalisé. Moi, je me rappelle avec le Covid, que j'avais couvert aussi à travers mes streams, mais si t'es si t'es contre le vaccin, pas forcément anti-vax, mais si tu es contre le vaccin, bah, tu es marginalisé. Par exemple, nous, en Martinique, on avait connu le chlordécone, on avait parlé en off, etc., peu importe, bref, mais les Antillais, ils ont peur du Bien vaccin sûr. par rapport à ce qu'il y a eu avant. Mais ils sont marginalisés. Vous n'allez pas travailler si vous n'êtes pas vacciné. En plus, vous êtes infirmière, vous êtes dans les hôpitaux, etc. Peu importe. Et moi, je me dis, mais c'est pas pour revenir sur le Liban et Israël, si tu es pour la paix, tu es marginalisé. C'est Ouais. dinguerie. C'est quand même un retournement c'est ouf. incroyable des choses. Et quand tu vois le traitement médiatique qui va être fait de telle ou telle déclaration de ma part ou de la part d'un insoumis, et quand tu vois dans le même temps, il y avait encore une vidéo ces derniers jours là de Meir Habib, celui qui Mais comme ça. disait Ah, qu'il j'ai vu fallait ça. en gros que oui, Israël devait rentrer au Liban pour régler le problème, etc. Mais c'est incroyable. Et là, personne ne lui dit rien.
Quand on disait... Je vais te couper un petit peu. Vas-y. Je vais pas te mentir, j'ai un peu célébré le fait qu'il n'ait pas été reconduit. Après, j'ai écouté son Ouais, c'est ça successeur. le problème, quoi. Ah, j'ai écouté son successeur, c'est Meher Habib, un peu puissance 2, hein, parce Ouais, que c'est oulala. ça le problème, c'est que je sais pas si c'est mieux. Madame Yadon, je crois. Ça Oui, s'appelle. oui, bah en fait, Ouais. on la connaît très bien, pour la petite anecdote. Ah. Parce qu'en fait, c'était la suppléante de Guérini, le député macroniste. Ok. Et comme Guérini était au gouvernement, en fait, un député, il a un ou une suppléante. Et si le député il va au gouvernement, c'est son suppléant qui siège à sa place. Donc comme Guérini il avait été nommé au gouvernement, c'est elle qui était dans l'hémicycle. Donc en fait, elle siégeait déjà, elle était présente à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, elle fait partie des gens qui n'étaient pas très loin de nous, qui à chacune des questions au gouvernement qui évoquent la situation en Palestine ou en Israël, criaient islamiste, antisémite, dans l'hémicycle, sans bien sûr que Yael Braun-Pivet dise quoi que ce soit. C'est ça, ouais. Alors que si nous on met un pied sur un ballon avec la tête d'un ministre, alors là c'est bon, vous allez la sanction, vous allez vous faire prendre une amende, et que Delogu, parce qu'il brandit le drapeau palestinien, il prend la sanction la plus grave de l'Assemblée nationale. Donc imaginez quand même le deux poids deux mesures permanent. Donc on la connaît très bien malheureusement. C'est pour ça que à la fin on était assez contents nous aussi que ça soit pas. Habib, c'est un lui. personnage quand même. Ah ouais. C'est un personnage. Mais bon, à la fois, allez, on va regarder le verre à moitié plein. Ouais. On est quand même content. J'ai vu en plus avec l'altercation qui a été beaucoup commentée. Ah, c'est ouf quand même. Avec David Guiraud, avec moi. Guiraud. Ah oui, avec David Guiraud. Avec Et puis... toi Non, moi c'était quand il y a eu une cérémonie d'hommage. Ouais. Ah si, je m'en souviens. Ouais. J'en souviens. Oui, il a essayé, alors que Oui. c'était une cérémonie, on était là pour rendre hommage à des... Oui. Enfin, je veux dire, on peut à la fois dénoncer ce que fait l'armée israélienne à Gaza, et en même temps rendre hommage aux familles des personnes qui sont mortes le 7 octobre. Je veux dire, en quoi ça devient impossible de faire les deux? Donc nous, c'était normal qu'on soit présent à cette cérémonie. Et lui, il est venu essayer de nous chercher. En me disant des trucs, c'était comme si Forisson était là à la cérémonie du Veldi, vous voyez, ce type de... Ah, je m'en souviens de ce passage-là parce ce que type d'attaque là. il y avait des journalistes qui voulaient essayer de lire sur les lèvres de Meher Habib. Mais là, tu nous annonces des exclusives là. Ouais, ben je crois Parce qu'il qu'on n'a jamais eu les mots Ah, qui je le garde pour le bon public. Mais moi, je disais rien, moi. Parce qu'en fait, franchement, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment pathétique, Ouais. alors que c'est quand même une cérémonie d'hommage. Ouais, c'est un Je truc trouve sérieux, c'est un truc solennel. Oui. Il y avait quelque chose de pathétique à s'embrouiller avec un autre député. Donc, Mhm. il est venu, il m'a dit ça. Je lui ai dit, ouais, allez, ciao, quoi. C'est bon, va vivre ta vie et moi, je vis la mienne, quoi. Mais de toute façon, cet homme est complètement... Allez, je vais pas dire des mots qui pourraient m'être reprochés après, mais tout le monde a compris ce que je pense. Tu as hâte du retour à l'Assemblée? Là, y a pas encore. Vous n'êtes pas encore dans l'hémicycle? Non, on n'est pas dans l'hémicycle. On a été un peu dans l'hémicycle juste après l'élection, donc au mois de juillet. Ok. Parce qu'il y avait l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, Oui, c'est l'élection vrai des qu'il y a cet vice-présidences. épisode-là. Oui. Et puis là, ça reprend normalement mardi prochain, le 1er octobre, avec le discours de politique générale. Bah, Pour autant, c'est ça ne veut hein. pas dire qu'on fait rien. Parce Ok. que des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, vous faites quoi? Vous faites rien et tout. Non, on a des commissions. Oui, j'ai vu, Louis Boyard était dans une commission, voilà. j'ai vu la vidéo sur. Et on a des commissions. Et puis après, sinon, on travaille aussi dans nos circonscriptions, on rencontre les habitants, les associations. Voilà, on fait pas rien. En tout cas, nous, les députés insoumis, je vous promets, on fait pas rien. Il y en a peut-être qu'on prolongé leurs vacances, mais pas nous. Et puis, on a fait des manifestations. Ouais. Il y en a eu 2 là auxquelles on a Destitution de participé. Macron. On fait la destitution. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Allez, on va en parler. Mais signez la pétition si vous ne l'avez pas fait. Macron-destitution.fr. Là, on a besoin de tout le monde pour appuyer. Mais oui, bien sûr, on a un peu hâte parce que c'est bon, il faut en finir là avec Barnier. L'objectif, c'est de le faire tomber le plus rapidement possible. Hein. On espère. Là, je vois un peu vos commentaires sur le chat, vous inquiétez pas les gars. Il y en a qui disent, j'avoue, monsieur Bompard, il est en détente, il est confort, il est authentique. On est là. Ça hein. fait plaisir, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de le voir. Ouais, je me suis permis. Mais tu peux. En fait, on en parlait juste avant. C'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir un espace dans lequel on peut discuter sans avoir l'impression, comme c'est trop le cas dans les médias et tout, Ouais. d'être à moi dans les médias en rigolant avec les gens qui travaillent avec moi. On dit qu'on va en garde à vue, quoi. On a l'impression. C'est vrai, ce matin, enfin non, cet après-midi, je parlais avec ses collègues et tout. Oh là là. C'est vous qui l'invitez à CNews, qui mettez dans la presse rendez-vous, enfin dans l'agenda rendez-vous CNews demain. En plus, il faut se lever tôt. Tu vas chez les ennemis, tu te lèves tôt le matin, Ouais. ça pique. Hein. Ça pique un peu. Par exemple, demain matin, je suis en matinale. C'est 7h40, c'est juste pour que les gens ils sachent quand même comment ça se passe. C'est pas pour se plaindre, hein, parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens qui ont une vie beaucoup plus difficile que la nôtre, on le sait. Hein. Donc je dis pas ça pour
qu'on s'apitoie sur mon sort. Et puis nous, on a choisi. Donc Oui. c'est quand même la différence avec beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas le choix. Mais c'est vrai que c'est une vie assez dense, quoi. Donc tu te lèves très tôt sur les matinales, il faut arriver une demi-heure avant. Et il faut y aller, ça prend une demi-heure, 45 minutes. Donc en gros, pour une matinale à 7h40, tu te lèves à 5h30. Et c'est vrai que il y Ça a, pique, il hein, y a je une me forme réveille, moi, je dors à 5h du matin. il y a une forme d'inégalité parce que les journalistes, souvent, ceux qui travaillent dans les matinales, eux, ils commencent à 2 ou 3 heures du matin. Donc en fait, ils ont le rythme, ils font ça tout le temps. Et quand tu arrives à 7h30 ou 8h en matinale, pour eux, c'est un peu comme si c'était la moitié de la journée. Alors que toi, c'est ton début. Et le cerveau, quand même, il a besoin d'un petit peu de temps pour démarrer, Ça, quoi. faut le Donc, réveiller au café, là. voilà. Et souvent, ça attaque dur, donc tu as intérêt d'être bien réveillé. Mais bon, on fait avec. Enfin, alors, je suis antillais. Moi, je suis de Martinique. Là, en ce moment, ça parle beaucoup de mon pays, Ouais. beaucoup de mon île. Ça parle aussi de la Guadeloupe. Quelle lecture tu as sur la situation en ce moment? Bah d'abord, moi, je soutiens les revendications du peuple en Martinique en particulier. Et en Guadeloupe, ça commence, je crois, mais c'est surtout en Martinique que ça a commencé, qui sont des revendications justes, Ouais. des revendications légitimes et qui concernent notamment la thématique de la vie chère et notamment des prix. Vous avez peut-être vu, si on fait des comparatifs des prix au supermarché d'un même produit, entre le produit que vous allez trouver dans un supermarché en Martinique et le produit que vous allez trouver sur le territoire hexagonal, mais vous allez avoir parfois des différences de 30, 40, 50%. Or, dans le même temps, les salaires, ils ne sont pas supérieurs de 30, 40 ou Ouais, c'est pas 50%. C'est ouf, même hein. parfois l'inverse. Ouais, ouais. Donc forcément, il y a une situation qui est juste invivable. Vous gagné autant ou moins d'argent et vous avez des prix qui sont 30 ou 40% plus chers. Donc, Paquet de comme céréales, j'étais en vacances en Martinique. Bah, moi, c'est une folie, je faisais des stories, etc. Les paquets de céréales à 7 euros, 6 fou. euros. Aïe, 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 C'est fou. aïe, ça pique. Et c'est pas nouveau, honnêtement. Et Ouais. ça fait des années fait qu'on des alerte années, sur la ouais. thématique de la vie chère. Pas seulement nous, les gens, la population en Martinique en particulier, qui alerte sur ce sujet, et rien n'est fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, clairement, il faut essayer d'identifier la raison de cette inégalité et de ces prix complètement fous. Et là, franchement, c'est le résultat d'une captation et des situations de monopole Ouais. de une toute petite, on les appelle les béquets, de familles qui profitent, qui ont, en gros, qui contrôlent l'agroalimentaire, la grande distribution, les importations, les exportations, et qui multiplient les intermédiaires. Et à chacun de ces intermédiaires, ils se font des marges qui sont des marges super importantes. Fou. Et Bah, vous y a avez bien quelques des- familles qui s'en mettent plein les poches sur le dos de tous les autres. Je les Bon, vois ça, au on peut François, agir là-dessus. la ville du François en Voilà. Martinique. C'est pas n'importe qui rentre dans cette ville en plus. Bah, hein. en Ils plus, sont il y a un lien avec barricadés la et tout. colonisation, disons Ouais, la vérité. ouais. Souvent, c'est des familles issues de grandes familles de colons Ouais, c'est qui ça. ont dominé depuis des années et des années. C'est leurs héritiers. Donc en plus, il y a une dimension économique et il y a une dimension d'exploitation coloniale qui sont complètement imbriquées. Mais on peut quand même faire des choses, enfin. Nous, on avait déposé l'année dernière à l'Assemblée une loi pour encadrer les marges de la grande distribution Oui, sur l'ensemble oui, du territoire, ça, on hein, s'en pas que souvient, dans oui. les départements et territoires dits d'outre-mer. Nous, on ne dit pas trop outre-mer parce que nous aussi, on est outre-mer pour eux. Il faut sortir de cette logique. Il faut sortir de cette logique un peu. Il y a un point central et il y a des périphéries. Voilà. Donc, Ok, nous, on ok, dit, ok. je dis territoire dit d'outre-mer parce que c'est comme ça qu'on les appelle. D'outre-mer. Ok. Bon, Mais je vais prendre le vocabulaire. Je vais vous le non, mais laisser. il y a mieux. En vrai, il y aurait mieux à trouver. Mais le raisonnement, c'est juste de dire que si tu dis territoire d'outre-mer, ça veut dire que tu considères qu'il y a un centre et que les autres, ils sont de l'autre côté de la mer par Ok, rapport au centre. ok, ok. Mais pour les gens qui habitent en Martinique, c'est nous qui sommes du côté de la mer par rapport à eux. C'est vrai. Bon, c'est vrai. voilà. Bon, ça, c'est un détail, mais en vrai, ça n'en est pas qu'un. Et de la même manière, je dis pour le vocabulaire, nous, on dit jamais métropole. On dit jamais outre-mer et métropole. On dit hexagone. Hexagone. Bah, si vous n'habitez pas dans un département dit d'outre-mer, vous habitez dans l'hexagone. Vous n'êtes pas en métropole. Sinon, c'est un vocabulaire qui est la continuité de la tradition de relégation Ok, des territoires reléguer dits les d'outre-mer. ok, Et on ok. travaille beaucoup à ça avec nos Il a collègues raison, il a raison. députés. Ah, ok. Ouais, j'apprends des. Je m'instruis aussi en même temps que vous, les gars. C'est Après, bon, il y c'est en a bien. qui peuvent faire des erreurs. Parfois, Ok. ils disent ça. Mais on essaye de faire très attention à ça parce que dans le vocabulaire, il y a une vision politique qui C'est vrai, s'exprime aussi. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. On va revenir sur les prix quelques minutes. J'ai vu sur un reportage de France Télévisions qui disait que ils expliquaient pourquoi ça a augmenté les prix. Ouais.
Bon, évidemment, il y en a, ils se font des marges de fou, ça rend fou. Mais tu passes par des intermédiaires avant que avant que le produit final arrive dans les rayons des supermarchés. Et il y a aussi, comme quoi, tu vois, la Martinique, c'est à côté des États-Unis. Oui. On peut importer aussi des produits américains, même mexicains et brésiliens, mais il y a une interdiction, si je dis pas de bêtises, de la part de l'Union européenne, d'importer des produits étrangers non français en Martinique. Ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. En fait, le problème, c'est que c'est un peu la conséquence de ce que je disais tout à l'heure sur une vision très centrée autour du territoire hexagonal. C'est que la France, elle est inclue dans l'espace économique unique de l'Union européenne. Et donc, ça couvre aussi les territoires dits d'outre-mer, même si parfois ça n'a aucun sens géographique. Ouais, Parce que, ouais. d'ailleurs, moi j'étais au Parlement européen avant, les départements dits d'outre-mer au Parlement européen, ils les appellent les régions ultra-périphériques. C'est genre encore plus loin Ultra. que... Ouais, voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a des règles de marché unique, c'est-à-dire il y a la liberté de circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne. Et par contre, après, avec les autres pays, il y a des interdictions d'importation ou des droits de douane Ouais. significatifs qui rendent la tâche encore plus compliquée. Et je pense qu'il y a tout un sujet de comment ces territoires-là, la Martinique, la Guyane par exemple, c'est la plus grande frontière avec, de la France De la avec France, un autre oui, pays. c'est vrai ça. C'est vrai. Et- Je vois souvent ça dans les quiz. parce que les gens ils pensent que la Guyane c'est un petit territoire. Ben non, la Guyane c'est un territoire très important. Tout ça pour dire il y a tout un sujet sur l'intégration de ces territoires dans leur environnement géographique. Autour. C'est vrai sur les questions économiques, pouvoir échanger des produits. Mais par exemple, moi j'étais allé en Martinique, j'avais rencontré les responsables C'est ça, ouais. du conseil régional, ça s'appelle la collectivité unique de Martinique, je crois. C'est ça, ouais. Et eux, ils disaient aussi, par exemple, pourquoi on pose toujours la question du rapport de la Martinique à la France et pourquoi on se pose jamais la question de savoir pourquoi la Martinique, elle peut pas prendre en charge aussi des choses qui sont prises en charge aujourd'hui par le gouvernement français. Exemple, des discussions ou des relations internationales avec les pays de la Caraïbe. Oui. Bah, pourquoi ce serait pas au nom de la France la Martinique qui nous représenterait? Oui. Il y a toute cette question de comment on intègre mieux, je pense, ces territoires dans leur environnement géographique immédiat, mais il y a aussi des échanges de culture, de langue. Oui. Voilà, on pourrait faire beaucoup plus. La France, après, c'est un autre débat de savoir s'il y a des gens qui défendent une indépendance et ils ont le droit de le faire. Mais si vous posez la question de la place de la Martinique, par exemple, dans la France, il faut aussi poser la question de comment la Martinique peut prendre en charge des aspects, des défis que la France prend, je crois, pour arrêter en fait d'être en permanence dans une situation de relégation. C'est des territoires dont on considère qu'il ne s'y passe rien d'autre qu'une situation de C'est dépendance ça, vis-à-vis de la ouais. France, quoi. D'ailleurs, j'ai vu en plus avec la Guadeloupe qui commence aussi à s'embraser. Bien sûr. Avec l'eau, je me rappelle, il y avait une phrase d'Antoine Léaumont, ton collègue en plus, qui disait que si c'était passé, enfin, le manque d'eau, si ça arrivait, par exemple, dans les coins riches de la France, comme par exemple à Versailles, etc., Neuilly, le problème serait déjà résolu. Bah oui. C'est parce que c'est la Guadeloupe que la Mais France bien n'aide sûr. pas, etc. C'est pas normal de Mais- parler. Bah, Enfin, c'est le cas en Guadeloupe, c'est le cas à Mayotte. À ouais, Mayotte, c'est une à Mayotte catastrophe aussi, la Mayotte situation aussi, de ouais. l'eau. Mais oui, comme c'est loin, Ouais, on fait pas pas ce notre qu'on a à problème, faire. mais C'est c'est une pas honte. normal. On est quand même, je veux dire, ce sont des citoyens français. Mais oui. Et normalement, en France, quand même, tout le monde doit avoir accès à un certain nombre d'infrastructures qui sont indispensables à la vie du quotidien. Donc oui, c'est une honte. Mais c'est pas une honte que là-dessus. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, on parlait des sargasses. Oui, oui. Bah pareil, c'est une situation qui a duré pendant des années et des années sans que rien ne soit fait sur ce sujet. Le chlordécone, il y a encore des terres. Le chlordécone, c'était ce produit dangereux qui était utilisé Pour exterminer les pucerons. Là, voilà, les c'est petites ça. bêtes, là. Je Bon, les vois, les petites bêtes. Hein. aujourd'hui, il y a Ils des sont sols qui sont juste pollués au chlordécone. Il y en a encore dedans, on fait rien. Ça serait, franchement, ça serait à 100 km de Paris. Le problème, il aurait été réglé depuis très longtemps. Hein. D'ailleurs, je crois, on est champion du monde de. Je crois qu'il y a 97% des Antillais, Qui ont enfin, du de chlordécone Martinique, qui dans ont le du. sang. Voilà, c'est ça. Qui sont exposés au cancer du côlon. Je crois que c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. en C'est vrai. ça, c'est ça, c'est ça. 97%, c'est fou, hein. C'est pas assez incroyable. fou, hein. Bah, c'est quand même une honte qu'on laisse faire ça. Eh oui. Donc voilà, on parlait de la situation économique, mais autour de ces sujets, il y a plein d'autres sujets qui viennent et qui montrent en fait le mépris d'une grande partie, je crois, de la classe politique française vis-à-vis de nos compatriotes en Martinique, en Guadeloupe, etc., etc. Alors, on va passer sur un autre sujet, le gouvernement. Bon, Ah. vous avez vu le nouveau gouvernement en France.
comment analyses-tu la composition de ce gouvernement? Bah, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà, c'est un braquage. C'est un braquage. Ah là, ils nous ont bien eu, les gars. Hein. Ah, franchement, il y a des Ça pique. élections, il y a un premier tour, des élections législatives, ensuite il y a un deuxième tour des élections législatives. À la fin des élections législatives, le nouveau Front Populaire, c'est 193 sièges de députés et les autres, ils arrivent derrière. La règle en démocratie, c'est d'abord on regarde et on se tourne vers celui qui a le plus grand nombre de députés, on lui dit, allez, constitue un gouvernement. Ouais. On lui dit, constitue un gouvernement. Attention, tu peux te faire censurer, mais vas-y, constitue un gouvernement. Et c'est à toi de créer les conditions pour essayer de ne pas te faire censurer. Et puis si tu te fais censurer, on se tourne vers le deuxième. Et on lui dit, le premier, il n'a pas réussi. Maintenant, c'est à ton tour. Vas-y, constitue un gouvernement. Macron, respecter le jeu démocratique. Bah, c'est ça, parce que moi, j'avais posé la question à Louis Boyard. Je lui ai dit, si vous êtes censuré, il m'a répondu, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu démocratique, c'est la vie. Mais il fallait laisser sa chance à Lucie Castet. Moi, je suis d'accord. Bon, Macron, il a juste essayé, mais en fait, le problème, c'est qu'il ne voulait pas nous laisser notre chance. Soit parce qu'il pense qu'en fait, on ne serait pas censuré, ou plus probablement, parce qu'il pense qu'on allait pouvoir, dans l'intervalle avant d'être censuré, prendre des mesures qu'on avait effectivement l'intention de prendre, moi je le revendique, qui allait revenir sur un certain nombre de décisions qui avaient été prises par Macron, rétablir l'ISF, augmenter le SMIC, revenir sur la réforme des retraites. Ah ouais, mais la preuve que c'est un scandale ce qui a été fait, c'est qu'il y a plein de gens, moi j'en reçois aussi, qui ont voté, qui se sont dit mais on a voté à gauche, on a gagné, pourquoi c'est un Premier ministre de droite? Alors, premier scandale démocratique, c'est pas le NFP qui gouverne. Deuxième scandale démocratique, le Premier ministre est issu du parti LR, ils ont fait 6% aux dernières élections. En plus, c'est le braquage du siècle. Hein. Mais eux, ils ont gagné au loto. Le troisième scandale démocratique, il y a une majorité de ministres dans le gouvernement qui sont macronistes, c'est-à-dire ceux qui gouvernaient avant et qui ont perdu toutes les dernières élections. Et quatrième scandale démocratique, les gens au deuxième tour, ils se sont bougés pour dire on ne veut pas que ce soit l'extrême droite qui gagne. Et donc il y a eu même des gens qui ont voté pour des gens pour qui ils n'avaient pas envie de voter. Hein. Mais ouais, oh là là, je me souviens. Borne. Borne, oh là là, Borne, il y avait un autre, je crois que c'était le ministre de la Santé. Ouais, il y avait Darmanin aussi. Mais il y avait un autre mec qui avait voté pour la réforme des retraites. Et c'était un mec de gauche. Mais Rousseau, là. Je crois que c'est lui. Directeur de cabinet de Borne. Ok, c'est ça. Mais, lui, il a été candidat pire et NFP, lui. Ah, ça fait mal quand même. Il y a des gens qui, au deuxième tour, ils sont allés voter pour des gens, ils n'avaient pas envie de voter avec eux, mais en se disant, on ne veut pas que ce soit Bardella qui soit Premier ministre. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un gouvernement qui prend ses ordres chez Marine Le Pen. Vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine? L'autre, on va en parler après. On va en parler. C'est scandaleux. Non, parce que j'allais revenir un peu. Un grand camarade, lui, je l'aime bien aussi, Aymeric Caron. Ouais. Qui disait que lui, maintenant, c'est mort, le barrage républicain, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que c'est une mauvaise sortie ou pas? Non, d'abord, je comprends qu'il le pense. Oui. Et je pense que malheureusement... Moi, je le pense. Voilà, il y a plein de gens qui le pensent. Je le pense. Il y a plein de gens qui le pensent. Après, moi, je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle configuration on se portera la prochaine fois. Mais ce qui est sûr, c'est que Macron... il est d'un tel cynisme, en fait, et il prend tellement les gens pour des imbéciles qu'au bout d'un moment, il ne faudra pas s'étonner que les gens vont dire, bah si c'est comme ça, vas-y, débrouille-toi. Ouais, parce que, franchement... T'as pas peur que ça décourage un peu les jeunes, même les moins jeunes, d'aller voter c'est le risque. C'est le risque, c'est ça. Parce que là, Macron, c'est comme s'il nous dégoûte de la politique française, quoi. Le risque, c'est ça, parce que, regarde, si tu regardes depuis maintenant plusieurs années, il y a eu des manifestations parmi les plus puissantes de ces 50 dernières années contre la réforme des retraites. Mais Macron, il s'est entêté, il est passé en force. Là, il y a eu une mobilisation super puissante. Il y a plein de gens, ils ont voté pour la première fois. Ouais. Même des gens qui n'allaient plus trop voter ces dernières années. Ils se sont dit, allez, là, j'y vais. Il y a eu un espoir, ils cassent le truc. Donc oui, bien sûr, c'est le risque. Mais à la fin, moi, j'ai envie de leur poser la question à ceux-là. À la fin, vous voulez quoi, en fait? Vous voulez que les gens, ils prennent les armes et ils considèrent que c'est comme ça qu'on va régler le problème? Qui a intérêt à ça? Pas nous. Donc arrêtez de faire n'importe quoi. Maintenant, moi, ce que je réponds aux gens, parce que je comprends que les gens ils peuvent s'inquiéter ou se poser cette question. Je leur dis, faut pas regretter d'être allé voter parce que vous avez, certes, le gouvernement prend ses ordres chez Marine Le Pen, mais vous n'avez quand même pas Bardella Premier ministre. Et je rappelle que Bardella, c'était par exemple l'idée que, par exemple, certains emplois, vous n'allez pas pouvoir les avoir si vous n'aviez pas la bonne double nationalité. En plus, c'est une phrase de fou, ça, quand même. Hein. Parce que... Ils passent leur temps à dire mais intégrez-vous, mais tu veux les empêcher d'être recrutés s'il y a une candidature française. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais en plus, c'est pas parce que tu as une double nationalité que tu n'es pas un Français comme un autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, d'abord, faut pas regretter. Et ensuite, voilà, moi, ce que j'ai à dire. S'il y avait eu la majorité absolue pour le nouveau Front Populaire, Macron, il n'aurait pas pu faire autrement que de nous nommer. Voilà, donc...
Moi, je dis aux gens, ne regrettez pas d'être allés voter. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore été assez nombreux pour aller voter. Mais que si on y va tous la prochaine fois, majorité absolue pour le NFP. Et là, Macron, il peut faire ce qu'il veut, mais à la fin, il ne peut pas nous empêcher de gouverner. D'ailleurs, vous voulez le destituer. J'ai vu que vous voulez destituer Macron, tu en as parlé tout à l'heure. J'ai vu que ça a été discuté à l'Assemblée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait, il y a plusieurs étapes il y a plusieurs étapes pour la procédure de destitution. Donc destituer, ça veut dire virer le président de la République. Ouais, pour faire simple. Pour aller vite. C'est compliqué. Il y a un article dans la Constitution, article 68 de la Constitution, qui prévoit les modalités de cette procédure de destitution. Et il y a plusieurs étapes à franchir. D'abord, il faut que ça soit déposé par 1/10 des députés. Il y a 577 députés. Pour les matheux qui sont dans le chat, ça fait 58. Nous, on était 81 à avoir déposé la motion de destitution. Première étape franchie. Je coche. Deuxième étape, il faut que ça soit voté, que ça soit jugé recevable par une majorité des membres du bureau de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a un bureau pour organiser les débats, savoir si les textes sont recevables ou pas, qui a été élu, dans lequel il y a les présidents, les vice-présidents et tout. Il y a 22 membres dans le bureau. Nous, Nouveau Front Populaire, on est 12. Donc ça fait plus de la moitié. Donc, au bureau de l'Assemblée nationale, c'était la semaine dernière, on a voté la recevabilité de la procédure de destitution. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il y a une motion de destitution qui passe l'étape de la recevabilité par le bureau. C'est un événement sans précédent. Ok, parce que je sais qu'à la droite, à l'époque où il y avait François Hollande, avait essayé et ça n'avait pas passé le bureau. Ah oui. C'est la première fois dans l'histoire que ça passe le bureau de l'Assemblée nationale. Après, ça doit passer en ce qu'on appelle en commission des lois. Là, pareil, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le fonctionnement de l'Assemblée. En fait, à l'Assemblée, il y a les images que vous voyez parfois en hémicycle, où on est les 577 députés. Mais en fait, chaque député il est aussi membre d'une commission. Des commissions, il y en a une dizaine. Et en fait, un texte de loi, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, il est d'abord discuté une première fois. Il y a une première discussion en commission. On modifie des trucs, il y a des amendements qui sont votés en commission, et ensuite ça vient en séance. Donc il y a différentes commissions en fonction des thèmes. Il y a la commission du développement durable, il y a la commission des affaires internationales, il y a la commission de la défense, il y a la commission des finances. Voilà. Et un député, il siège dans une commission, il y a à peu près 70 membres par commission, et c'est le premier examen d'un texte se fait toujours en commission avant de venir en séance. Donc la motion de destitution, maintenant, elle doit d'abord être inscrite en commission des lois. Donc là, ils ont annoncé ce matin, normalement, que ça devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, l'examen en commission des lois. Là, ça va être plus difficile, puisqu'il faut que ça soit voté par la majorité des membres de la commission des lois. Et là, cette fois, le Nouveau Front Populaire, on n'est pas majoritaire dans la commission des lois. Et par ailleurs, il y a certains socialistes, tout ça, qui ont dit qu'ils n'allaient pas le voter. Donc, mais il y a un moyen, on a encore un peu de temps pour leur mettre la pression. Et après, si vous arrivez à faire voter en commission des lois, il faut que ça soit voté par les 2/3 des membres de l'Assemblée. Donc, c'est pas mathématiquement impossible parce que les macronistes, ils ont moins d'1/3 des députés. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que toutes les oppositions à Macron le votent. Or, on voit bien que le LR, maintenant, ils sont avec Macron et que le Rassemblement national, ils ont décidé de faire la béquille de Macron et de trahir leurs électeurs. Donc, à partir de ce moment-là, on en a parlé en ça va être plus difficile. Moi, je suis curieux de connaître, dans le cerveau du sympathisant RN, qu'est-ce qu'il veut, lui. Il aimerait que le RN aussi destitue Macron, parce que eux, la plupart du temps, ils ont voté, que ce soit à gauche ou à droite, ils ont voté pour rompre avec le macronisme. Justement, j'allais te poser la question, avec le gouvernement actuel, on est dans une sorte de continuité du macronisme, ou est-ce que tu penses qu'on va aller dans un autre chemin? Je pense qu'on est dans une continuité du macronisme qui dérive depuis plusieurs années vers l'extrême droite. On est dans une continuité et une extrême droitisation de la Macronie. Enfin, quand tu vois Retailleau. Ouais, lui, ça a l'air d'être... Moi, j'ai peur pour les militants. Pourquoi? Parce que y avait l'époque Castaner. Ouais. Moi, je l'appelle toujours les borgneurs. Ah je sais pas si tu as le droit de le dire, mais moi, je peux me le permettre. C'était abusé. Mutilation... Des yeux perdus, c'était une honte. Mais là, Retailleau, quand tu écoutes son discours, l'ordre, il se permet de... Enfin, pas il se permet, mais l'aura qu'il dégage, elle est flippante. C'est pas bon pour les manifestations à venir. Je me dis, ça fait peur. Le préfet, police, etc., ça fait peur. Et puis, d'abord, c'est flippant sur ça. Ouais. Et puis, les propos qu'il a eus, moi, je suis désolé. On me dit, oui, vous pouvez pas dire ça, etc. Enfin, pardon. Quand vous dites, Retailleau, il y a 1 an, il dit, après les révoltes dans les quartiers populaires, il dit,
il y a une partie de la jeunesse en France qui est en régression vers ses origines ethniques, c'est la phrase qu'il a dit. C'est fou ça. C'est fou. Cette C'est fou que ça n'a phrase-là, pas été repris. c'est une phrase juste, excusez-moi, raciste. Parce que, en fait, quand vous commencez à parler d'origine ethnique, tout le monde a compris que ça veut dire que vous commencez à parler de race, c'est ça. Et quand vous faites une régression, ça veut dire qu'il y a des races inférieures. Ça s'appelle le racisme, en fait. Bon, ça, plus l'histoire des Français de papier, comme s'il y avait des Français qui n'étaient pas des Français comme les autres, et en gros, ils avaient juste le papier, mais ils ne seraient pas vraiment français. Des propos comme ça, il y a encore 15 ou 20 ans en France, ça aurait fait une levée de bouclier. Tout le monde aurait dit jamais cet homme peut être ministre de l'Intérieur. Mais oui. Et voilà, c'est lui. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Franchement, il a des sorties. Il a l'air d'être très Bardella compatible. Et c'est pour ça que ça me fait peur pour la suite. Parce que moi, je vais pas te mentir, je veux que le gouvernement tombe. Mais comme Marine Le Pen, elle a une position vraiment où c'est l'arbitre du match. C'est vrai. L'arbitre du match. Je me dis, est-ce qu'à un moment, qu'est-ce qui va faire en sorte que le RN va censurer ce gouvernement? Parce que vous, quoi qu'il arrive, vous allez censurer. C'est vrai. Il arrive. Mais eux, qu'est-ce qu'il faudrait? Bah, Est-ce d'abord, que ça peut se jouer au budget, par exemple? moi, je pense que si la logique politique elle est suivie, c'est au moment du budget que ça se joue. Parce que, d'abord, franchement, c'est vrai qu'il y a un côté frustrant de dire c'est Marine Le Pen qui peut faire ça ou peut faire ça et ça fait tomber le gouvernement. Mais aussi, d'un certain point de vue, il y a une partie de l'électorat de Marine Le Pen qui se retrouve quand même trahi. Et donc, c'est aussi, ça offre aussi pour nous. Faut quand même, on est dans une bataille politique. Ça offre aussi pour nous l'opportunité de dire, vous voyez, Marine Le Pen, elle vous a raconté des histoires à des gens qui auraient pu, je dis pas qu'on n'a pas plein de trucs à leur reprocher par ailleurs, mais qui auraient pu se faire embrouiller ou manipuler par Marine Le Pen. Je dis pas qu'ils vont voter pour nous. Je pense que malheureusement, il y a une telle emprise du racisme, etc., que ça va être difficile. Mais je dis que ça peut au moins neutraliser ou démobiliser l'extrême droite. Bon. Donc, je veux dire, c'est frustrant, mais en même temps, dans les deux scénarios, on peut gagner des choses parce que soit ils restent collés au gouvernement, et dans ce cas-là, ça va être de plus en plus difficile à assumer pour eux vis-à-vis de leur électorat, soit à un moment, elle décroche, et dans ce cas-là, le gouvernement, il tombe. Et là, si le gouvernement, il tombe, on est reparti pour un tour. Parce qu'il va faire quoi, Macron? Il va bien falloir qu'il en trouve un, ou bien il va partir. Bon, parce qu'à la fin, ça peut être ça aussi, s'il n'a aucune solution. Mais pourquoi je pense au budget? Parce que je pense que le budget, ça va être un massacre. Là, on commence à avoir les premiers chiffres qu'ils essayent de nous cacher depuis des semaines et des semaines. Ils ne veulent pas nous les donner parce qu'ils ne peuvent pas assumer le contenu de ce budget. La vérité, c'est que ce budget, ça n'a pas fait assez de... Excuse-moi de te couper. Non, je t'en prie. Ça n'a pas fait assez de lignes dans les médias. Genre, je me rappelle à l'époque, c'était votre collègue commission des finances... Éric Coquerel. Éric Coquerel qui demandait des papiers, etc. Ouais. Il y avait aussi le reportage France Télévisions avec McKinsey. Tu vois que l'ancien ministre de l'Éducation, il était un peu en retrait, il ne voulait pas trop les questions des journalistes. Monsieur Blanquer, ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la Macronie? C'est bizarre. Genre. Il cache. Il y a des choses qui sont cachées. Bah là, Coquerel, il est allé à Matignon pour demander les documents. Et il rentre à Matignon et les autres, ils lui disent non, je ne vous donne pas les documents. Mais dans la Constitution et dans la loi organique qui a mis en place la Constitution, il y a un article qui dit que le président de la Commission des finances peut récupérer tous les documents nécessaires à l'exercice de son mandat et que personne ne peut s'y opposer. Donc, il va à Matignon, il ne leur donne pas. C'est juste une violation de la Constitution. Ouf. Et vraiment, personne ne dit rien, genre, ils n'ont pas voulu les donner, etc. Alors après, on me dit, vous avez quoi comme droit de recours? Le problème, c'est que les droits de recours, c'est la saisie du Conseil constitutionnel sur un texte de loi après, parce que vous ne pouvez saisir le Conseil constitutionnel que sur un texte, type le budget ou un texte de loi. Donc vous devez attendre que le budget ait été examiné. Et à ce moment-là, vous pouvez faire un recours au Conseil constitutionnel en disant, dans la phase de préparation du budget, on n'a pas disposé des... le problème, c'est que c'est des recours qui durent... Donc il y a un vrai problème de... En fait, Macron, il franchit un à un toutes les barrières du fonctionnement démocratique normal, quoi. Mais bon, bref, tout ça pour dire, normalement, ça va être un massacre. C'est-à-dire qu'ils vont aller prendre 10% dans le budget de l'éducation nationale, 10% dans le budget du sport. C'est une catastrophe. Donc il va falloir quand même qu'ils expliquent aux gens, après avoir dit pendant 3 mois que les Jeux Olympiques c'était génial et qu'il y a plein de gamins qui ont vu Léon Marchand ou je sais pas qui et qui vont vouloir s'inscrire au club de natation ou au club de foot. Et on va leur dire, ils vont aller voir les clubs et les clubs vont leur dire désolé, on n'a plus d'argent donc on n'a plus de place. Même les sportifs eux-mêmes ils le disent. Ils disent mais les gars, alors désolé de le dire un petit peu de manière brutale, ils disent que la France c'est pas un pays de sport. Regardez nos infrastructures, c'est pas ouf. Genre à chaque fois ils venaient sur France Télévisions, genre sur quelle époque ils disaient on aimerait avoir plus de moyens quand même. Hein.
C'est important. Ça, c'est le sport. Et puis après, on va aller voir la santé. Et on a eu plus d'un service d'urgence sur 2 qui a fermé cet été par manque de moyens, par la nuit, fermé la nuit. On va leur dire, on vous prend 10% de budget en plus. Puis après, on va aller voir l'éducation nationale, où il y a des profs qui ne sont pas remplacés. On va dire, on vous prend 10% de budget en moins. Donc ça, moi, je dis juste, si le RN, à ce moment-là, ne fait pas tomber le gouvernement, ça veut dire qu'ils sont complices de cette politique. Oui, il y a un problème. Et là, s'ils sont complices de cette politique, vous pouvez compter sur nous pour le rappeler dans le débat public. Et là, parce que là, ça veut dire qu'ils sont copains avec Macron, c'est bon, on a compris jusqu'au bout. Et donc, c'est eux contre nous. Voilà, c'est tout. Donc ça peut tomber à ce moment-là. Et si ça tombe pas à ce moment-là, ça tombera à un autre moment. De toute façon, nous, c'est clair. On en a déjà fait la démonstration la fois d'après. Nous, on déposera des motions de censure à chaque fois qu'on pourra. Oui. On en a déposé, je ne sais plus, 18 la dernière fois. Il y en a une qui était passée à 7 voix. Cette fois, il y en a une qui peut passer. Et à la fin, on les pousse. 7 voix. On avait suivi en plus. J'avais suivi à l'époque 7 voix. Sur les retraites. Oui, sur les retraites. Le suspense final, quand j'ai vu le chiffre 7. Je me suis dit non, on était à ça. Il y a plein de gens qui étaient dégoûtés. Parce que c'était le dégoût de l'époque sous Borne. C'était sous Borne, hein, avec les fameux 49.3, encore 49.3, toujours. Il y a même des médias qui faisaient un récapitulatif. À chaque fois, elle prononçait le mot. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. On l'a entendu ça au moins des dizaines de fois. C'était incroyable. Ma tête allait exploser. Et moi, il y a des gens qui me disaient ouais, arrêtez, pourquoi vous déposez toujours des motions, ça sert à rien. Je disais non, on lâche pas. Non, faut pas lâcher. On va, et au bout d'un moment, ça passera. Bon, tout ça, c'est la situation politique là qu'on vit, c'est une guerre d'usure. Et dans la guerre d'usure, il faut tenir jusqu'au bout. C'est le moral, c'est le mental. Ouais, parce que moi, j'ai vu Retailleau, encore une fois. En plus, j'écoutais pas mal Retailleau, mais ce mec-là, il était vraiment tout le temps opposé à Macron. Me dire qu'il finit dans son gouvernement, c'est ouf quand même. Vraiment, je sais pas c'est quoi son excuse, mais c'est une folie. Tous les LR, ils avaient dit les questions coalition gouvernementale, il en est pas question. C'était non, ouais. Et là, t'as l'autre truc, c'est parce que t'as ce sens-là, mais t'as aussi tous ceux qui disaient que, dans les macronistes que ils ont été élus au 2e tour en disant nous on n'aime pas les insoumis, mais à la fin il faut tous se rassembler, votez tous pour moi pour battre l'extrême droite, et qui maintenant acceptent d'être dans un gouvernement dans lequel c'est l'extrême droite qui fait la pluie et le beau temps. C'est une honte. Franchement, le ministre de l'économie qui se fait recadrer par Barnier, s'il a juste ça de dignité, s'il a juste ça de dignité, il démissionne. Mais oui. Voilà, mais franchement, t'as zéro conviction. Mais est-ce que tu te rends compte que Barnier a pris son téléphone pour appeler Marine Le Pen en mode excusez-le, c'est ça. Il est parti un peu en sucette, excusez-le s'il vous plaît. C'est folie. J'ai fait un tweet tout à l'heure parce qu'il y a Laurent Wauquiez qui a dit que la France Insoumise, on était les plus grands dangers du j'ai pays. J'ai vu ça. J'ai fait un tweet, j'ai dit que bizarrement Michel Barnier ne m'avait pas appelé pour s'excuser. Pourquoi il ne m'appelle pas moi pour s'excuser de ce qu'a dit Laurent Wauquiez? C'est une dinguerie. Mais on en a parlé hier, le chat, on en a parlé hier. J'ai vu le ministre de l'économie, tu as raison, il faut qu'il parte. S'il a un peu de dignité. J'ai vu, moi je me demande, parce que je me rappelais à l'époque de François Hollande, tu avais ce qu'on appelait les frondeurs. Ouais. Tu penses que ça pourrait exister dans la Macronie ou c'est impossible? En soi, ça devrait exister. Ça devrait exister. Mais bon, la semaine dernière, il y avait le Modem. Ils ont dit on va pas au gouvernement. Et ils ont fait non, si c'est comme ça, non, on va pas aller au gouvernement, on va pas soutenir. Ils ont voulu monter une mini fronde. Et puis Barnier leur avait proposé 2 ministres. Barnier les a appelés, leur a dit je vous donne un 3e ministre. Ils ont dit ok, c'est bon, on rentre au gouvernement. Donc il y en a quelques-uns, le prix de leur conviction, on l'a vu à ce moment-là. Mais normalement, il y en a plein. Du point de vue des positions qu'ils ont prises avant, s'ils avaient juste un peu de courage politique, un peu de cohérence, ils devraient voter la motion de censure avec nous. On verra, il y en a peut-être qui vont le faire. S'ils le font, je leur dis bravo. Mais pour l'instant, à chaque fois, j'entends dire aile gauche de la Macronie. Pour l'instant, l'aile gauche de la Macronie, c'est comme le monstre du Loch Ness. Là, tout le monde dit qu'il existe, mais on l'a jamais vu, tu vois. Donc, mon Dieu. On verra si c'est le cas. Si c'est le cas, très bien. De toute façon, tout ce qui affaiblit le gouvernement, c'est à prendre. Bien sûr, c'est à prendre. Alors, il y en a qui demandent la date. Alors, les gars, le 1er octobre, on a le discours de politique générale. Et pour la motion de censure, comment ça va se passer? Alors, en fait, le budget, mais ça, c'est quoi? Non. Alors, en fait, on en profite parce que ça permet. En fait, il y a 2 types de motions de censure dans la Constitution que vous pouvez déposer. Il y a ce qu'on appelle la motion de censure 49.3, en vue qui fait le lien avec l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3. C'est-à-dire que quand il y a un texte de loi sur lequel le gouvernement n'a pas de majorité, il dit je veux tellement que ce texte de loi y passe que moi j'engage ma responsabilité. Ça veut dire si vous voulez faire tomber ce texte de loi, vous devez faire tomber mon gouvernement. C'est ça le principe de l'article 49.3.
C'est ce qu'a fait Borne sur les retraites. Dans ce cas-là, le gouvernement fait l'article 49.3. Et quand le gouvernement utilise l'article 49.3, vous avez 24 heures, les députés, 58 députés, pour dire on n'est pas d'accord, on dépose une motion de censure. Ok. Donc ça, c'est le premier type de 49.3. C'est les 49.3 qui font suite à... c'est le premier type des motions de censure. C'est les motions de censure qui font suite à l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3. Okay. Après, il y a une deuxième catégorie de motions de censure. Ce sont les motions de censure 49.2. Les motions de censure 49.2, c'est que 2 fois par session parlementaire, on a le droit de faire ce qu'on appelle... En fait, on appelle ça une motion de censure sans texte. Ce n'est pas une motion de censure qui est liée à un texte de loi en particulier. C'est de dire... C'est pas dû au texte de loi qu'on est en train de discuter, mais on veut plus du gouvernement, on veut le renverser, voilà, on dépose. Mais comme, et ça c'est normal pour qu'il n'y en ait pas tout le temps, on peut le faire que 2 fois par session parlementaire. La session parlementaire, elle va commencer le 1er octobre et elle va aller jusqu'en juin ou juillet, quoi. Okay. Donc 2 fois dans l'année, en gros. 2 fois dans l'année, ouais. C'est ça. Okay. Parce que sinon, on le ferait tous les jours. Donc c'est 2 fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir le discours de politique générale le 1er octobre, que nous, à l'issue du discours de politique générale du 1er octobre, sans doute à l'issue ou un jour avant, on va voir, ça on doit encore en discuter, on va déposer notre motion de censure 49.2. Ok. Et cours de droit, les mecs. La motion de censure. Ouais, mais c'est intéressant dans cette séquence, c'est que plein de gens se sont renseignés sur comment fonctionne la Constitution. Et vous inquiétez pas, moi je le savais pas avant, hein, je l'ai découvert en rentrant à l'Assemblée nationale. Non, mais je veux dire, on apprend aussi tous les jours. Des choses tous les jours, bien sûr, heureusement. Bien sûr. Et après, une fois qu'on a déposé, en fait, normalement, ça doit être dans les 48 heures ou dans les 72 heures. Donc le plus probable, c'est que si on la dépose le 1er, ça va être le jeudi 3 ou le vendredi 4 que la motion de censure va être examinée. Ça, c'est premier round. Très bientôt. Voilà. Ok, premier round. Premier round. Ok. Si Le Pen, comme elle l'a dit, et le RN, ils ne votent pas la motion de censure, normalement, elle ne va pas passer. Dans ce cas-là, le budget. Le budget, normalement, il va être présenté le 9 octobre. Et après, il y a des navettes parlementaires. En gros, à partir de fin octobre, début novembre, ça va être les premiers votes sur le budget. Mais le budget, il y a première lecture, deuxième lecture, troisième lecture. Si le gouvernement n'a pas de majorité pour faire passer son budget, il est obligé de faire un 49.3 en première lecture, en deuxième lecture, en troisième lecture. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un deuxième round aux environs de fin octobre, début novembre, où là, on va voir si le RN veut manger le budget. Parce que s'ils veulent sauver le gouvernement, ils seront obligés de manger le budget. Bon courage à eux. Ah là là, j'ai hâte. On a le calendrier, les mecs. Vous avez bien noté, là. Je pense qu'on aura des semaines déjà en stream. Et en plus, pour toi, ça va être assez costaud quand même. Hein. Ça va être assez costaud. Ouais, mais ça va, on a la détermination. On a la niaque. Tant mieux. J'ai vu aussi que tu avais la niaque. Parce qu'il y a beaucoup de tes collègues qui ne participent pas justement à ces médias qui appartiennent à M. Bolloré. Nous, on te voit souvent chez CNews. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, honnêtement, c'est un vrai débat qu'on a eu ensemble chez nous, à la France Insoumise. C'était, en gros, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Et pour dire les choses franchement, il y a des arguments des deux côtés. Ouais. C'est clair que, d'un certain point de vue, y aller, c'est participer de leur dispositif. C'est clair. En même temps, on peut le regretter, mais il y a des gens qui regardent. Et pas 5 personnes dans un coin. Et parmi ces gens qui regardent, il n'y a pas que des gens qui nous sont forcément hostiles ou qui voteront toujours contre nous. Donc toute la question qu'on s'est posée, c'est en même temps en abandonnant le terrain, et s'il n'y a personne du tout qui y va, ça veut dire que nous, nos messages, en fait, ils ne sont jamais portés. Donc en fait, le compromis un peu qu'on a fait, c'est on a dit on ne va pas sur les émissions toute la journée parce que en gros c'était invité et puis il y a 5 autres soi-disant pseudo-éditorialistes qui sont tous en fait des militants du Rassemblement national. Donc là franchement aller faire ça c'est trop déséquilibré, t'as pas le temps, t'as pas un dispositif qui te permet de défendre ta position. Et par contre, on a dit on fait la matinale le matin et la grosse émission qu'il y a le dimanche matin. En gros, c'est que sur ces 2 formats qu'on va. Et il n'y a pas que moi. Moi, je sais que Manon Aubry, elle l'a fait aussi à plusieurs reprises. Par contre, on ne va pas dans tous les autres formats parce qu'on trouve qu'ils sont trop déséquilibrés pour pouvoir passer ton message, quoi. Parce que l'objectif, quand même, quand tu y vas, c'est de passer ton propre message. Bien sûr. Si tu te retrouves avec 3 minutes de temps de parole sur 1 heure, et tous les autres ils disent des trucs horribles et tout, et que tu n'as même pas le temps de les corriger, ça sert à rien. Par contre, quand tu es en tête à tête avec un journaliste, même si les questions elles sont biaisées, tu as quand même l'occasion de défendre tes opinions, quoi. Alors moi j'ai connu la France Insoumise à travers TPMP. Bon, vous savez le chat que je suis. Alors, je ne peux pas dire que je suis un fan. Avant, vraiment je vous ai connu avec TPMP, avec Louis Boyard, David Guiraud, Raquel Garrido, Alexis Corbière, etc.
j'aimais bien l'émission à l'époque parce que tu avais des sujets. Il y avait quand même un début de sujet d'anxiogène. Il y avait toujours des sujets comme ça où OQTF, meurtre, c'est pas normal, etc. Mais tu avais quand même C'est l'opposition vrai. de gauche qui apportait justement leur argument. Mais il y a eu ce qui s'est passé avec Louis Boyard. Et depuis, il n'y en a plus. Il y a plus aucune personnalité de gauche chez TPMP. Après, on a le fameux Gilles Verdez, voilà, la caution Ouais. de la gauche. Est-ce qu'un jour, on pourrait te voir à TPMP ou c'est impossible? Voilà. Impossible. Ouais, d'abord, pour dire la vérité, pour revenir un petit peu sur l'historique, Ouais. nous aussi, au début, en vrai, même s'il y avait des trucs qui nous plaisaient pas, on trouvait qu'il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que forcément, quand tu es un représentant politique, un député, non, c'est normal. Ton rôle, c'est d'essayer de trouver des moyens pour t'adresser à toute la population. Or, les émissions politiques traditionnelles, les matinales, tu touches qu'une catégorie Ouais. étroite de la Ouais. population. Et quand tu fais une émission où le soir, à l'époque, il y avait des émissions sur France 2, tout ça, tu touches une catégorie de la population, des gens plus âgés, Ouais, plus surtout plus intéressés âgés, à la ouais. politique. Et il y avait quelque chose d'intéressant sur TPMP, c'est que tu avais un endroit où tu pouvais essayer de parler à une population qui n'était pas une population qui regardait toutes les émissions Ouais, politiques ouais, et ouais. tout. Donc c'est pour ça qu'au début on était intéressés. Jean-Luc Mélenchon il y était allé, et puis Louis, David Guiraud, tous les gens que tu as cités. Ouais. Bon, le problème c'est qu'au bout d'un moment c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une dérive de plus en plus extrême droitisante. Et la scène avec Louis Boyard, elle a quand même révélé un truc extraordinaire. C'est que, en fait, tu peux pas dire ce que tu veux. Parce qu'il y a des sujets que tu n'as pas le droit d'évoquer. Si tu les évoques, tu te fais couper la parole, Ouais, je insulter, vois ça, caricaturer. On a assisté à ça. J'étais tellement choqué quand j'ai vécu ce moment. Bah, Alors, je pense que incroyable. vous l'avez vécu, mais pas en direct, vous l'avez vu en différé. Après, Tu ouais, l'as ouais, vu, après. cette scène en différé. Moi, je l'ai vu qu'en direct, j'étais pas bien pour Louis, hein, j'étais pas bien. Ah, D'ailleurs, c'est une honte. il y a eu un autre cas comme ça, similaire, avec. C'était sur BFM TV où. Comment il s'appelle, le mec du NPA? Philippe Poutou. Oui, il a fait la même chose avec le boss de l'époque. Ah oui. Avec BFM TV, il a dit oh là là, mais on peut pas critiquer votre patron sur Ah la ouais. chaîne, c'est pas normal. La journaliste, elle était pas bien. Bah, ils Faut sont arrêter. incroyables. Ils sont incroyables. Il y a des choses à dire. En Et- plus, il a fait un lien un peu avec Bolloré et l'Ocean Viking parce que les migrants Bien qui sûr. quittent leur pays, ils le font Les pas par bon activités de plaisir. Bolloré en Oui. Afrique. C'est ça. Eh bah ouais, il y a un problème avec les activités de Bolloré en Afrique, on a le droit de le dire. Mais bon, je trouve qu'à ce moment-là, ça a marqué quand même, ça a dit quelque chose. Il y a un avant-après en Du tout format. cas. Ouais. Moi, j'ai pas peur de l'hostilité médiatique. J'ai Mm. pas peur du débat avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec Ouais, j'ai moi. vu ça. Sinon, C'est je bien. ferais pas ce que je fais. Mais juste, par contre, vous m'empêcherez pas de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc lundi, j'étais à CNews. Ouais. Elle a essayé de me dire oui, mais Bruno Retailleau n'a pas été condamné pour racisme. Je lui ai dit ah, parce que maintenant la condamnation pour racisme, ça vous intéresse. C'est con parce qu'avant vous donniez la parole à Éric Zemmour qui a été Ouais, condamné à attends, plusieurs reprises j'étais pour trop racisme. content quand t'as dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un test. Ouais. Dire des choses comme ça, c'est de dire si tu m'empêches de le dire, par contre moi je viens pas. Voilà. Mhm. Et franchement, ils sont pas très contents quand je fais ça parce qu'après ils se font engueuler. Donc c'est aussi une manière d'aller mener la bataille J'ai partout. bien Quoi. aimé ça. Ah, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ah, on en a quelques-uns qu'on a préparés quand même. Quoi. Mais c'est bien parce que, comme je te l'ai dit en off, et je l'explique au chat, vous comprenez maintenant le jeu médiatique et je suis content. Parce que moi, derrière mon écran, je suis en mode, mais les gars, mais vous voyez bien qu'ils vous piègent. Mais je sais pas si vous le ressentez. Mais là, de plus en plus, tu comprends que, par exemple, Sonia Mabrouk, elle oriente trop sa question, elle veut essayer de te piéger. Moi, j'aime bien ces petits Mais moments parce la que vérité, c'est tu que- démasques ces personnes, tu les démasques. Bah ouais, bah en fait la vérité c'est que bien sûr, en fait à un moment, il faut Mm. sortir d'une forme de naïveté qui est de penser que la scène médiatique est une arène neutre. Ouais. Une fois C'est que tu es pas du tout sorti neutre. de une fois que tu sorti de cette vision-là, c'est un terrain de combat. Moi, je vais dans un média en me disant c'est comme un jeu d'échecs. Elle va essayer d'avancer ses pions, moi je vais essayer d'avancer les miennes. Voilà. Donc, j'y vais pas en considérant que j'ai un endroit tranquille où je vais pouvoir m'exprimer comme je veux. C'est une baston, c'est une bataille. Elle va essayer de me piéger, elle va essayer, voilà, et moi j'essaye de lui renvoyer le truc. Voilà. Bon, des fois on y arrive, J'aime pas ces moments. des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Ouais. Personne n'est parfait. Des fois ils peuvent être meilleurs que nous, des fois on est meilleurs qu'eux. Après, on donne une deuxième vie à nos émissions. Souvent, ça nous permet d'aller jusqu'au bout. Voilà, en fait, il faut le sentir comme ça. Et une fois que tu l'as pris comme ça, Ouais. parce que des fois, il y a des gens qui me disent dans la rue, comment vous faites pour rester calme, etc. On Et je pose dis, la mais- question tous les jours. Hein. Ouais, mais une fois que tu es sorti de l'idée Ouais. qu'il y a une bonne foi dans le truc, Mhm. et que tu as juste compris que c'est une bataille,
que c'est une Une confrontation. confrontation. C'est comme un match de foot ou un Ouais, match de ouais. boxe. C'est un match de boxe. Bon, bah, à partir du moment où tu sais que c'est un match de boxe, bah, tu vas pas en disant à la fin, ah, il m'a maltraité, celui qui était en face de moi. C'est son métier de te mettre des coups de poing si tu es dans un match de boxe face à lui. Ah bah crois-moi, quand on a écouté l'interview de Sonia Mabrouk avec Bruno Retailleau, fou, c'était plus un massage. Hein, Ça, c'est pas faux. Ouh Oui, là 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 mais là. après, ça, c'est l'autre truc qu'il faut accepter. Il faut accepter, mais c'est bien, ça casse plein de naïveté de plein de gens. Faut que les gens ils le voient aussi. C'est hein. que tu n'es Faut pas dans la voir même ses yeux. position en Mais politique oui. quand, t'es en Mais oui. quand tu veux transformer radicalement le système ou quand tu veux assurer la stabilité économique du porte-monnaie des grandes puissances de ce pays. À ce moment-là, ils vont te dérouler le tapis rouge. Voilà. Mais au moins, la vision, elle se voit, elle se ressent. Moi, je trouve ça positif d'un certain point de vue, c'est que maintenant, il y a plein de naïvetés qui ont été cassées par tout ça. Ouais. Tout le monde n'est pas traité de la même manière. Il y a ceux qui veulent vraiment changer les choses et il y a ceux qui sont juste là pour faire semblant. Bah voilà, nous on veut changer les choses, donc on est traité comme pour changer les choses. Mais tu peux pas demander à des gens, tu crois quoi, que ceux qui sont les partisans de ceux qui nous dirigent depuis des années et des années, ils vont vous dire allez-y, venez, prenez place. Bah non, et ils essayent de t'empêcher de le faire. Mais oui, Et toi, bien tu essayes de t'imposer. Voilà. En tout cas, ça a l'air très fatigant d'être député, hein, et surtout d'être militant et député à la fois. J'avais des questions plus personnelles Allez. par rapport à ta vie de député. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi? Honnêtement, très peu. Très peu. Ouais. Moi, on l'a dit tout à l'heure, je suis député de Marseille en plus, Ouais. je suis pas député en région parisienne, coordinateur de la France Insoumise. Juste pour dire comme ça un peu, pour que vous vous fassiez une idée. Moi, en gros, le lundi, je fais des réunions coordination du mouvement Insoumis. Mhm. Le mardi matin, c'est les réunions du groupe à l'Assemblée nationale. C'est la réunion avec tous les députés pour se coordonner. Le mardi après-midi, c'est les questions au gouvernement. Le mercredi, c'est l'Assemblée. Le jeudi, c'est généralement une tractes, partie de l'Assemblée. Tu tractes. Après, je rentre, souvent je tracte en circo. Bah oui, parce que j'ai vu sur les stories Instagram, tu tractes et J'aime tout. bien aller C'était donner un petit coup de tellement main. fatigant. Bah après, je rentre en Ouais. fait, généralement le jeudi soir ou le vendredi, Ok. je vais à Marseille. Et là, à Marseille, je fais toujours j'ai un petit calendrier. Par exemple, j'essaye de faire tous les vendredis à 16h30, je fais une sortie d'école différente Ouais. dans ma circonscription. Parce qu'au moins, les sorties d'école, tu as toujours l'occasion de discuter avec les parents qui sont là, qui viennent chercher les enfants. Et c'est important, un député, il doit garder le contact aussi. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Donc voilà, c'est un peu ça le calendrier. Et généralement, après le dimanche, tu rentres à Paris. Ça, c'est pour. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément de temps à moi. Après, Mais le seul moment, genre, que tu Ouais. peux t'accorder, qu'est-ce qui se passe? Il y a du jeu vidéo, il y a de la lecture, il y a des passions, dans le sport par exemple. alors, quand du sport, Ouais. franchement, j'ai de plus en plus de mal à en faire. Mais Un j'essaye petit peu de me garder. pas de boxe et tout, Bah, à un là. moment, j'ai fait de la boxe à un moment pour Ah de ouais bon, mais pas pendant longtemps. J'ai pas réussi à tenir très longtemps. Le problème, c'est le calendrier, la régularité. en fait. Ouais, c'est ça. Mais en gros, j'essaie de courir un peu. Mais là, ça, l'avantage, c'est que tu peux prendre 30 minutes le soir ou le Ouais. matin. Bon, j'essaye. Mais c'est dur de tenir, franchement, parce que ton rythme, il est tellement intense et puis tu peux pas toujours tout prévoir. Après, quand tu as un petit moment cool, si tu peux aller passer une soirée, on va boire un coup. Mais souvent, le côté amical et le côté militant, en vrai, il est très imbriqué. Oui, oui. Donc en fait, souvent, c'est aussi avec des gens avec qui tu as pu militer, mais tu vas faire un autre cadre. Lire, ouais. Mais honnêtement, je lis beaucoup de choses quand même en lien avec la politique. Ça ne veut pas dire des trucs sur le fond, mais je vais lire des bouquins de sociologie, des bouquins d'histoire un peu, quand j'ai le temps. Et je le fais pas mal. Et jeux vidéo, je l'ai fait un Pas peu. trop dans ça. Si. Ah, franchement, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je fais pas mal. Là, j'ai pas trop le temps. Ça m'arrive de temps en temps, un petit truc, un petit... FIFA, Ouais, Mario. voilà. Mais moi, je suis plutôt... Mais moi, j'ai un drame. C'est Mhm. que j'étais la branche PES, moi. J'étais pas la branche FIFA, Ah tu vois. ouais. Ah ouais, PES. Moi, j'ai joué à PES quand j'avais la Avant, PlayStation 2. moi, excusez-moi de faire un peu le vieux sur Ouais. mais à mon époque, il y avait une guerre entre les partisans de PES Oui, et les partisans de FIFA. ouais. Moi, j'étais plutôt PES, mais PES s'est fait éteindre par FIFA, quoi. Ouais, par la concurrence, ouais. Donc, PS6 avec Adriano, on s'en souvient. Et franchement, c'était pas mal. Donc moi, j'ai joué un peu à ça. Après, donc FIFA, PES un peu. Après, j'ai eu toute une période très football manager. Wow. Ouais. Ouais, ça joue à Je faisais- Football je Manager. faisais des longues parties
où je prenais le club en division 7 et je le faisais monter faisais jusqu'à la monter Ligue des de- Champions, Ah là. ouais, mais non, même le chat est choqué. Ah, Ah les bah gars, attention, hein, Ah. goût de roi, ils disent, goût de roi. Goût de roi. Ah ouais, t'es c'est un des goûts de roi, roi. goût de roi. Bah, PES et FM, c'est vrai que Ah. FM sur Twitch, il y en a pas mal qui jouent à FM. Ah bah voilà. Si j'ai le temps un jour, je Ah, non, ils sont rejouerai- choqués, hein, ils je s'attendaient rejouerai pas. avec vous. Bah comme quoi, tu vois. Et puis après, j'aimais bien les jeux un peu... mais ça date un peu. Mais genre les Age of Empires, Civilisation, Oh, ouais. tu vois. Oh, ouais, ça, c'est vraiment des jeux. C'est des jeux trop d'intello, c'est ça? Ah ouais, un peu quand même. Parce Ouais. que Age of Empire, faut être assez J'étais un peu calé, hein. moins, j'avoue, j'étais un peu moins jeu Ah, d'action. là, ils et sont tout. choqués. Même si j'ai eu mes petites périodes de GTA et tout, mais... Là, ils sont choqués. Basé, Quoi MDR. Ah, les gars, c'est impeccable. Hein. Je m'attendais pas à ça. Ah, Vraiment, bah, ça va, c'est. Waouh. Mais franchement, en vrai, j'aime bien, mais là, j'ai pas trop le temps. Je suis choqué. Et ah bah... Tout à l'heure, tu m'avais parlé de la Martinique. Est-ce Ouais. que tu as des destinations comme ça préférées, des endroits, même en France ou dans les autres pays aussi, hein. En Bon, France... prenez pas la tête avec l'empreinte carbone, s'il vous plaît, je vous observe. Non, pour dire la vérité, j'aime bien... Honnêtement, j'ai fait l'essentiel de mes déplacements ces dernières années. Je suis désolé, ça va faire un peu sans vie, mais c'est ma vie. Ma vie, elle est politique. Je me Ouais, lève le matin, ouais. je fais de la politique et tout. L'essentiel de mes déplacements internationaux ces dernières années, c'était politique, honnêtement. Ok. Par Ok. exemple, cette année, on est parti au Sénégal avec Jean-Luc Mélenchon voir le nouveau président Ah Sonko. oui, si, on avait suivi ça, on avait suivi. Ouais, ouais. Après, j'étais parti à la Martinique dans le cadre de la campagne présidentielle. Et puis quand j'étais au Parlement européen, j'étais parti en Finlande, j'étais parti en... Plutôt ça. Après, moi, à titre perso, les vacances, tout ça, j'aime bien une petite semaine de calme à la campagne. J'ai ma famille qui habite dans la Drôme. Ok. Ce petit moment où on va se ressourcer un peu à la campagne, quoi. Mais sinon, Marseille... C'est ouf, hein, on se connecte pas facilement de la politique, c'est fou. Hein. Ça, Franchement, honnêtement, c'est c'est un compliqué. virus. ouais. C'est un peu comme la potion, là, quand tu tombes dedans, tu as du mal à en sortir quand même, quoi. Ça, c'est Obélix. Obélix, ouais. Ouais. Non, mais tu vois, Je comprends. c'est, Je tu, comprends. alors, mais c'est pour ça, c'est pas pesant, en fait. Tu le sens, tu le vis pas comme quelque chose de... C'est fatigant, je le dis pas, mais... Oui. Par exemple, l'été, t'es content quand même, parce que comme tout le monde, t'es fatigué. Ouais. Bah, au bout de 2-3 semaines, ça te manque un peu quand même. La politique. Ouais, il y a une Ah, forme de passion. ok, je comprends. Mais après, je dis pas Mais que moi, tout c'est le un monde peu est pareil avec forcément les comme streams. moi. Hein. C'est un Bah peu ouais. pareil avec les streams. Genre, je vis de ça. J'incarne. J'aime bien stream. J'aime bien. Parce que maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes, ça me responsabilise de quelque manière. Parce que les gens, au lieu d'avoir ce réflexe d'aller regarder la télévision, ils vont regarder les réactions politiques à travers ma télévision à moi, chez moi, genre chez moi. Et franchement, quand j'étais parti en vacances à Martinique, je me suis dit, putain, mais ça me manque un le peu. stream. Hein. Ah, voilà. Ça, vous me manquez, les mecs. Vous me manquez, littéralement. C'est fou. Et franchement, grand respect. Franchement, Mais grand ça respect parce que t'occupe les gens ne le savent pas ça forcément. t'occupe une grande partie de ta vie. Après, comme je disais tout à l'heure, tu l'as choisi. Et puis, l'as choisi, oui. t'as pas la vie la plus difficile du monde. Faut pas raconter d'histoire. Mais c'est sûr que c'est un engagement à plein temps. Après, pour des gens comme nous, peut-être que pour des gestionnaires macronistes, c'est un peu différent. Dans le sens où nous, on est des militants. Je veux dire, moi, me suis pas engagé en politique en me disant je vais être député. Je me suis engagé en politique parce que j'étais révolté par l'état de la société. J'avais envie de la changer. J'ai commencé comme tout le monde. Je distribuais mes tracts, je collais mes affiches. Et puis, au bout d'un moment, il fallait quelqu'un pour s'occuper du groupe. On m'a dit, allez, vas-y. Et comme ça que j'ai pris petit à petit des responsabilités. Puis à la fin, on m'a dit, bon, allez, toi, tu vas être candidat. Je fais, ok, allez, j'y vais. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas un plan de carrière, c'est pas un truc pensé. Donc, moi, je reste un militant. Pour ça, ouais, quand je vais à Marseille, j'aime bien aussi aller retrouver les militants avec qui j'ai fait campagne, distribuer des tracts avec eux, on va boire un café. C'est une vie. Mais bon, la première chose que tu fais le matin en te levant, c'est que tu regardes ton Twitter et ton Telegram pour voir un peu ce qui s'est passé, l'actu du matin, et puis après tu lis la presse, et puis ça dure jusqu'à minuit. Ah, tu fais ça toute la journée, c'est très prenant. Est-ce que. Alors là, on est sur Twitch. Je pense que tu connais un peu ce réseau, cette plateforme. Est-ce que ça t'arrive. Est-ce que tu connais des streamers? Des noms comme ça?
Honnêtement, Twitch, c'est à la base pas ma spécialité. Ouais. Après, bah, je te connais toi, parce que j'ai vu, pour dire la vérité, moi j'avais vu les premières fois, c'était parce que tu avais fait des petits commentaires de passage médiatique. Je me suis dit, Ouais, ah, c'est intéressant. Je connais un peu Dany et Raz et ce qu'ils font. Après, je connais, ou j'ai déjà entendu parler de youtubeurs, mais je regarde Jean pas Massier. trop. Ouais, bah, Je Jean connais. Massier. Ok. Mais il y avait l'autre qui travaillait à France Télévisions à un moment qui faisait des Twitch Ah, aussi là. Clément Ça- Viktorovitch. Ouais. Ouais. Il n'y avait pas Samuel Etienne Ah, aussi Samuel qui faisait Etienne. Ah oui, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai. J'avais entendu parler, mais j'avais Mmh. jamais trop regardé, pour être honnête. Cassandre, tu connais Ah, Cassandre. si je connais Cassandre. Mais Cassandre, c'est la famille, Cassandre. Ouais. Kameto, Zerator, etc. Même sur YouTube, tu consommes pas trop. T'es pas trop dans ça, quoi. Je peux comprendre, non? Je peux comprendre. Je regarde des trucs sur YouTube. Mais je suis. Honnêtement, c'est un peu moins ma. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai Ouais. que moi, ma génération, elle était moins YouTube. Je suis arrivé un peu avant ça. Ouais, je comprends. Mais ça m'arrive de regarder des trucs, mais pour être honnête, j'ai pas genre mon émission que je me dis tous les soirs, je vais la regarder, Ouais, j'ai ouais, oublié ouais, de la je regarder et tout. comprends. Ouais, Bon. moi, je vois des pseudos à chaque fois, ils sont là, ils sont tout le temps là à me suivre. Je suis leur chaîne en quelque sorte. Ouais, Je ouais, me dis, bah, waouh, c'est ça qui est bien, fou c'est la quand même. force du truc, c'est de fidéliser une communauté aussi. Inoxtag, Ouais, non, mais je connais vu ce de qu'il a fait, nom, Inoxtag j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a fait, Inoxtag? l'Everest. Ah si, je l'ai vu, ouais. En vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait eu ça, j'ai vu qu'il y avait eu un peu le débat sur les Sherpas. Est-ce que. Ouais, j'ai ah, vu. ok. Ah, ça va, t'es connecté. Non, j'ai vu, à- j'ai vu. Et puis honnêtement, après, je sais pas, je vais peut-être me faire défoncer sur le chat en disant ça, mais je m'en fous un peu. C'est ce que je pense. J'ai trouvé quand même, quel que soit ce qu'on pense après de l'histoire, Ouais. les images, elles sont belles quand même. Les images sur l'Everest et tout, c'est quand Ouais, même. C'est quand ouais même j'ai vu magnifique. qu'il y avait pas mal de personnalités, enfin, même pas forcément des personnalités, mais des gens qui ont regardé le documentaire, qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas. Bah, avec les histoires avec les Sherpas, Non, mais ça, etc. je comprends. Il y a un côté un peu, mais c'est pas que le documentaire. Oui. En fait, c'est l'Everest lui-même. C'est-à-dire, pardon, des fois, c'est pas filmé, mais c'est quand même toujours le même modèle économique. Tu payes des dizaines de milliers d'euros pour monter au milieu de l'Everest et avec des gens qui vont te porter tes sacs de 30 kilos en leur donnant un peu d'argent. Bon, Bon, si t'aimes le documentaire, si t'aimes les images, y a pas de mal. Bah, Moi, je j'ai les aimé trouve- personnellement. non, mais je trouve que c'est beau, quoi. C'est beau, oui, c'est Ah, beau. je trouve qu'il y a un côté incroyable de t'es à 8000 mètres d'altitude, il n'y a que de la neige autour de toi. Je trouve qu'il y a un côté assez dingue, en fait. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai bien aimé, honnêtement. Alors, on va arriver à la conclusion. T'as passé un bon moment quand même. Ouais, Ça super. va, détente, Mais je les sais pas gars. combien de temps ça fait qu'on est là, parce que je vois pas le temps passer. 20h35, ça Ça va. fait 1h15, c'est On ça? avait 1h15, 1h, presque 1h30. J'avais lancé à 19h, 19h05. Ah bah c'est Ça bien. va. Bah, j'ai pas vu le temps passer, donc... Ouais, tu ça vois. veut dire, tu vois, quand les gens ils me disent ça, comme Louis, bah ça veut dire qu'ils ont passé un bon moment. Ouais, Et c'est ouais, ça me cool. fait plaisir. Moi, je voulais. Alors, est-ce que tu as le temps un petit peu de répondre aux questions du chat? Allez. Si vous avez des questions, etc. En attendant, j'aimerais savoir c'est quoi ton plus grand espoir pour la France, mais surtout pour les générations à venir. Bon, je sais que tu vas me dire qu'on devienne de plus en plus politisé. L'engagement, tout ça. Mon grand espoir pour la France. Déjà, de récupérer notre diplomatie serait bien aussi. Bah, de manière générale, qu'on tourne la page de... Je sais pas, je trouve que le pays, il est en train de se rabougrir sur la scène Ouais. internationale. Je sais pas, moi, que je vois je sais pas, la semaine dernière, je suis allé à l'inauguration d'un collège dans le quartier, un des quartiers les plus populaires de ma circonscription et tout. Et je me dis, mais la jeunesse, elle est incroyable. Il y a des jeunes, des collégiens, hein, qui venaient me voir en me disant, ah, j'ai vu vos vidéos sur TikTok, c'est intéressant. Bien, c'est Des bien. collégiens, je me bien. dis, mais incroyable, mais travaillez bien, on a besoin de vous. Je trouve qu'il y a un truc dans ce pays où on a toute une jeunesse qui est ultra, je sais pas, vivante, capable, intelligente, qui peut faire plein de trucs. On pourrait, la France, ça serait une fierté. On pourrait être le premier pays écologique du monde. Ouais. On pourrait être à la pointe sur la paix à l'échelle internationale. Voilà, moi, en vrai, mon plus grand espoir, ça serait de redevenir fier de la France, quoi. C'est-à-dire, et D'ailleurs, j'avais posé la pour ça, question on à a Louis besoin de Boyard. tourner la page des autres, quoi. J'avais posé la question à Louis Boyard, je lui disais est-ce que tu sens que l'esprit de révolte, on l'a un peu perdu? Lui, il m'a dit non. Parce que moi, comment je le sens? Je me dis les manifestants, ils sont peut-être dégoûtés, ils ont peur aussi de la police parce qu'il y a de plus en plus, on l'a vu avec Castaner, ce qui s'est passé, etc. La réforme des retraites, pareil. C'est peut-être Macron, il a peut-être dégoûté les gens d'aller manifester. Et c'est pour ça que je me suis dit est-ce que cet esprit de révolte a un petit peu disparu? Lui, il m'a dit non. Toi, quel est ton regard par Je rapport pense à pas ça? qu'il a disparu. Mais en fait, Où la flamme s'éteint petit à petit, quoi. non, je pense que
comment dire, je pense que les gens ne sont pas contents. Globalement, les gens sont en colère. Là, les gens, ils ont l'impression de s'être fait voler l'élection. Et c'est vrai, ils se sont fait voler l'élection. Les gens sont en colère. Après, votre responsabilité quand vous êtes militant politique, syndicaliste, c'est d'essayer de transformer cette colère en mobilisation collective. Et c'est ça, moi, c'est trop facile de dire ouais, c'est parce que les gens veulent pas se bouger. Bah, peut-être pour partie, mais c'est aussi parce que moi, je leur donne pas des raisons de penser que s'ils se bougent, ça peut changer. Donc c'est à nous aussi de créer les conditions qui permettent à des gens qui aujourd'hui sont en colère et un peu résignés en se disant ouais, de toute façon, ça sert à rien, ça marchera pas et tout, de leur redonner aussi une perspective d'espoir et de changement. C'est notre travail, sinon faut pas faire ce qu'on fait. En fait, voilà. Donc moi, je suis pas, en tout cas personnellement, je suis pas résigné et je pense qu'il y a de l'énergie, de la colère, de la révolte, mais en fait là c'est de la colère froide pour l'instant. Voilà. Et ben, nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'elle se traduise par des mobilisations collectives dans la société, des manifs, des participations à des élections. Et la France, quel que soit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a un truc qu'ils enlèveront pas. D'abord, ils peuvent essayer d'agiter le racisme, tout ce qu'ils font, mais il y a un truc qu'ils n'empêcheront pas, c'est que la France, c'est le pays, il est déjà bigarré, mélangé. Et je disais, face à Bardella, il y a un Français sur 4 qui a un grand-parent d'origine étrangère. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça, les gens ils se mélangent. Hein. Les racistes, il y a quelque chose contre lesquels ils peuvent rien faire, ça s'appelle l'amour. Voilà, ça, contre ça, vous pouvez rien faire. Mais c'est la vérité, non? C'est beau, bon. Il a raison. Bah, donc à la fin, les gens ils sont comme ça, ils sont mélangés, et ils se rendent bien compte qu'en fait, ils n'ont pas de différence majeure, juste ils se mettent à se dire, bon, on va se battre ensemble pour avoir une vie meilleure. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas être résigné. En fait, la nouvelle génération, elle se politise, elle est anticapitaliste. Elle le dira peut-être pas comme ça. Elle est peut-être pas anticapitaliste au sens de comment on l'imaginait avant, c'est-à-dire sur la base uniquement de la question sociale, mais elle est anticapitaliste parce qu'elle est féministe et contre le patriarcat, parce qu'elle est pour l'écologie, et donc elle a compris que le capitalisme nous amène à notre perte, parce qu'elle est antiraciste, parce qu'elle est anticoloniale, parce qu'elle est anti-impérialiste. Et on l'a vu dans cette... Et c'est ça qui leur fait tous peur. Pourquoi ils ont insulté les jeunes pendant des mois et des mois. Et donc, le mouvement, il est avec nous. Et dans une société, ceux qui vont transformer la société, c'est ceux qui sont en mouvement, pas ceux qui sont en régression. Plein de cœurs dans le chat, ils sont tous d'accord avec toi. Je suis content de voir que vous êtes d'accord avec moi. Mais maintenant, c'est beau comme message. Mais maintenant, il va falloir qu'on transforme ça ensemble. Et pour transformer ça ensemble, faut qu'on se mette en mouvement. Faut essayer de... Nous, il faut qu'on soit meilleur. On peut toujours être meilleur. Faites mieux, il a dit. Mélenchon, moi, ça me va. Mais après, moi, je dis aussi aux gens qui nous écoutent, prenez votre part. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on a le boulot, qu'on a la vie de famille, qu'on a... Prenez votre part. Des fois, même si c'est une toute petite part, elle est utile au combat de tout le monde. Prenez votre part. Vous êtes les bienvenus à la France Insoumise. Si vous ne voulez pas être à la France Insoumise, mais que vous voulez défendre vos idées dans le monde associatif, allez-y. Faites des collectes de solidarité pour les gens qui n'ont rien à manger. Allez aider les jeunes qui sont obligés de faire la queue pour manger quelque chose. De plus en plus, faites ce que vous pouvez. Faites des maraudes. Allez dans un syndicat, allez dans une association, luttez. Voilà. Battez-vous. Après, vous trouvez les moyens de vous battre. Choisissez les moyens qui vous correspondent le mieux. Parce que tout le monde contribue à la fin à le même objectif, c'est transformer la société. Mais on va y arriver tous ensemble. Franchement, propre. Il n'y a rien à dire, les gars, c'est bon message. Franchement, rien à dire, bon message. T'as déjà vu, t'as déjà entendu le fameux Tatakae de Mélenchon? Ouais. Battez-vous le chat. En tout cas, moi, l'interview, j'ai peu de questions. On a tout vidé. On peut prendre quelques temps pour avoir les questions du chat, mais attention, ça va être des questions... Alors, tu peux les sélectionner, hein, tu as mon portable à côté, mais ça va être de tout ordre. Hein, ça peut poser des questions de tout et n'importe quoi. Et je peux aussi t'aider à en sélectionner. Là, ça va spammer dans tous les cas, là. Ouh là là. J'en prends, mais franchement, croyez pas que je l'ai choisi. Je prends ce que j'ai. Question pour Emmanuel Bompard sera... en plus, ça va trop vite. Ça va trop vite, mais tu peux arrêter. Comment on fait pour arrêter? Ça. Ah ouais, d'accord. Voilà, comme ça, et là, ça... Et si tu veux refaire défiler, tac, tu descends. Elle est belle, la Qu'est-ce que le docteur Bompard pense de notre ministre de la Recherche? Question de Brixama. Docteur. Ah oui, c'est vrai que tu es mathématicien. On dit docteur, alors que les choses soient claires, je ne suis pas médecin, mais je suis docteur parce que j'ai un doctorat en mathématiques appliquées. Qu'est-ce que je pense du ministre de la Recherche? J'ai vu qu'il avait lancé ou qu'il avait été auteur d'une commission d'enquête ou d'une proposition de loi pour lutter contre le wokisme à l'université. Donc,
What? Globalement, je me dis ça situe à peu près le personnage. Il fait partie de ceux-là qui essayent d'expliquer que, en gros, notre jeunesse, c'est un problème si elle est mobilisée sur les questions internationales et sur les questions voilà, d'émancipation. Vous n'avez pas vu ça? Patrick Hetzel, vous chercherez sur Twitter, vous allez voir. Les gens sont fous. Et après sinon, je pense que la vérité, c'est que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche va être un des parents pauvres du budget qui vient et que notre recherche, notre université, elle meurt de l'absence de moyens. Ils ont mis en place Parcoursup, tout ça. Pourquoi? Parce qu'à la place de sélectionner les gens, il faudrait qu'il y ait suffisamment de place à l'université pour tout le monde. Et que dans nos projets de recherche, tous les chercheurs avec qui vous pouvez discuter, c'est qu'en fait, on a délaissé la recherche traditionnelle au détriment de la recherche par contrat. C'est-à-dire que maintenant, c'est des entreprises qui viennent faire des contrats avec nos chercheurs. Je caricature forcément. Mais les grandes inventions, les grandes avancées technologiques. Vous savez, par exemple, que l'intelligence... Moi, j'ai fait des études en mathématiques appliquées. Les premiers travaux scientifiques qui sont à l'origine du développement de l'intelligence artificielle dont tout le monde parle aujourd'hui, l'école française des mathématiques appliquées, elle a pris une part très importante dans les années 80, les premiers algorithmes et tout. Des choses, là. Mais ça, c'était le résultat du fait qu'à l'époque, on avait fait travailler avec des gens avec des moyens et en leur disant, il n'y a pas un objectif immédiat d'application. Il y a aussi de la place pour la recherche théorique, pour la recherche fondamentale. Alors peut-être que ça ne sert pas tout de suite. Et comme ceux qui nous gouvernent, ils ont des objectifs de rentabilité immédiate, et ils disent, bah non, bah, si ça ne rapporte pas de l'argent tout de suite, vous ne le faites pas, vous ne servez à rien. Bah ouais, sauf que 20 ou 30 ans plus tard, bah, ça nous permet d'être parfois à l'avant-garde sur un certain nombre de sujets. Donc voilà ce que je peux répondre. Je déteste les mathématiques. J'ai tout Ouais, le temps des franchement, mauvaises il y a notes. plein de gens qui détestent les maths. Et moi, je crois que ça dépend beaucoup, en fait, quand même des enseignants sur qui on est tombé. Moi, je dis franchement... Ah ouais. Pythagore, Thalès. Ouais, mais parce que tu te dis à quoi ça sert. Oh là là. Mais là, maintenant, tu fais beaucoup de politique. Ouais. Tu sais encore tout ça, les équations second degré, ça reste dans la tête quand même. J'ai des bases que j'ai pas perdues. Ouais. Après, La loi d'Ohm. ouais, j'ai des bases que j'ai pas perdues. Après, honnêtement, c'est difficile. Mais en vrai, c'est un vrai sujet politique de comment, quand tu as une carrière professionnelle dans tel ou tel domaine, c'est pas vrai que pour les maths, et que tu es obligé d'interrompre ta carrière professionnelle un instant pour exercer un mandat, c'est pas un métier, mais tu peux pas travailler en même temps. Moi, je peux pas travailler en même temps avec mon calendrier et tout. Le problème, c'est qu'une fois que tu n'es plus élu, comment tu peux retrouver du boulot dans le même secteur, sachant que la technologie, elle continue à avancer, vite en et que plus, toi, tu dois te remettre à niveau. Et il n'y a rien qui est prévu de ce qu'on appelait, c'est le débat de ce qu'on appelle le statut de l'élu, c'est-à-dire comment tu fais en sorte que une personne puisse exercer un mandat et puis à la fin de son mandat puisse retrouver une activité professionnelle parce que sinon tu produis que des spécialistes de la politique, des professionnels de la politique qui font que ça. Or je pense qu'il y a un enjeu pour nous quand on est le mouvement qui prétend représenter le peuple comme on le fait, c'est aussi d'avoir des députés qui soient à l'image de la population et pas juste des professionnels de la politique, quoi. Et ça, il y a tout un débat sur le statut de l'élu, quoi. Ouais, j'avais vu quelque chose comme ça sur France Télévisions où ça parlait il y avait un député qui a perdu son statut de député et il s'est retrouvé à Pôle emploi. Je dis pas que c'est pas normal qu'il aille chercher des emplois, mais je trouve juste que si tu veux une démocratie qui soit plus à l'image de la population, dans laquelle tu peux avoir des ouvriers, des employés, et pas juste des avocats et des étudiants en sciences politiques, j'ai rien contre, il y en a besoin aussi. Bah, il faut quand même penser cette question de l'articulation entre la carrière professionnelle et la carrière politique. Bon, ça, c'est un grand débat. Il y a quelqu'un qui me demande si je connais mon surnom Cranidos. Moi, je crois que tu l'as dit, je crois, mon surnom. Il m'appelle tous Cranidos, tu savais? Oui, c'est ton surnom. Ouais. C'est ton surnom. T'en as J'aime bien. entendu parler? Ouais, j'aime bien, ça me fait rire. Je crois, c'est quoi? C'est un Pokémon Je sais pas, franchement, je il y a quelqu'un qui va nous dire dans le chat. Je connais pas. Je connais. Je sais que je t'appelais Vegapunk. Je connais pas Vegapunk. Ah non. Attends, je vais te montrer l'image. Alors, attends. Mehdi du 62, Manuel Bompard, que penses-tu des médias en France vis-à-vis de LFI? Ah, on en a beaucoup parlé. Ouais, il y a le replay, aujourd'hui, les gars, il y a le replay. Et j'en pense pas que du bien. C'est lui, monsieur Vegapunk. Ah ouais, mais là, c'est trop quand même. Là, c'est un peu trop sa tête. En gros, c'est l'homme le plus intelligent de One Piece. One Piece, le manga One Piece. Okay. Et c'est un mec qui a 120 ans d'avance sur l'humanité. Genre, ce mec-là, il est super donc je dois le prendre comme un compliment si on me compare à ça. Très, très bien même. C'est le go de Vegapunk. Mais Cranidos, attends, je vais taper. Cranidos, c'est quoi ça? C'est un Pokémon, ça vient d'une réaction de Danny Eraz. Voilà, merci de nous l'avoir dit. C'est ce qu'on m'avait dit.
Ah, mais c'est un nouveau Pokémon. Parce qu'après, ça. c'est un compliment peut-être, mais d'un point de vue physique, bof quoi. Ouais, Mais bof, hein. c'est pas non plus, c'est pas non J'avoue, plus un j'ai- mannequin Vegapunk quoi. Ah, Vegapunk ou Cranidos? Bah les deux non. Ah, les deux. Ah, je suis mort. Je siège dans quelle commission, me dit Marlostan. Moi, alors Ah, c'est vrai, on connaît pas. jusqu'à la dissolution, j'étais en commission des finances. Ok. Et là, je me suis mis dans la commission de la défense nationale et des forces armées. Ok. C'est la commission C'est lui. qui travaille sur les questions de défense. Ok, c'est Louis Boyard, je crois, il est à la famille, je crois. Ça existe pas, la commission de la famille. Non, je pense qu'il est aux affaires sociales, non? Ah, c'est ça, voilà, Ouais. c'est ça. En fait, il y a la commission des affaires sociales, commission des affaires de l'éducation, de la culture, Ok, commission des finances, commission du développement durable, ok. commission des lois, L'armée aussi, comme tu l'as dit. commission de la défense, commission des affaires internationales Ok. et commission de... Ah, comment elle s'appelle déjà celle-là? Commission de l'économie. Dans l'économie, enfin voilà, et vous pouvez retrouver la liste sur Sur l'Assemblée le nationale. site de l'Assemblée nationale et savoir qui siège dans quelle commission. Généralement, c'est plutôt en fonction des domaines d'expertise des députés. Chacun, ok. Ok. Le livre le plus important dans sa politisation, ACU 444. Moi, un bouquin que j'ai lu, on va dire, au début de ma formation politique, que j'ai trouvé excellent, très intéressant. Pardon, Ouais. c'est un peu traditionnel, mais je le dis quand même. C'est Socialisme utopique, socialisme scientifique. C'est un livre de Marx et Engels, Ok. qui est bon, c'est les bases de la pensée matérialiste et marxiste, mais moins complexe qu'un texte comme Le Capital, tout ça. Et moi, je trouve que c'est une manière de présenter le marxisme assez adaptée à des esprits scientifiques. S'il y a des esprits scientifiques sur le chat, allez lire ça va vous plaire. Donc ça a été un bouquin, ouais, pas mal. Que pensez-vous du nucléaire? Bah moi, je suis d'accord avec le programme, mais honnêtement, sur le nucléaire, je pense que ça mériterait quasiment un chat à part entière, parce que... Un stream, tu veux dire? Un stream, Ouais, ouais. un stream complet, ouais. Il est prêt à streamer Emmanuel Bompard, bah merci. Avez-vous T'es espoir prêt, là? en destitution de la Macronie? Bah, j'ai dit tout à l'heure, moi je raconte pas d'histoire aux gens, c'est un processus très compliqué. Ouais, J'ai ça va dit être quelles dur. étaient les difficultés, mais pensez que c'est pas un one shot, c'est-à-dire il y a un premier coup, peut-être que ça peut ne pas passer ce coup-là parce que les raisins sont pas tout à fait mûrs, mais une fois que si le gouvernement de Barnier tombe, que Macron il n'arrive pas à trouver un autre gouvernement, il y a une situation qui va s'aggraver, qui va être de plus en plus difficile pour Macron, il va être de plus en plus isolé, et donc la question de sa démission ou de sa destitution, elle peut être posée, oui. En tout cas, je pense que tout le monde a vu dans la séquence que le problème c'était Macron Mais lui-même. oui, c'est lui le plus gros problème. Et donc, Même c'est pour la lui qu'il faut taper. Nouvelle-Calédonie, hein. Même pour la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai qu'on n'a pas eu un mot tout à l'heure sur ça, mais la situation, il y a 13 morts en Nouvelle-Calédonie. La situation a été créée uniquement par Emmanuel Macron. Moi, Incroyable. je veux bien entendre que Moi, désolé, hein, je suis assez cru, hein, je suis désolé. Hein, les colons qui sont en Nouvelle-Calédonie contre les Kanaks, ok, il y a des problèmes là-bas sur l'archipel, mais à la base des bases, le dégel du corps électoral, etc., c'est ce qui a créé Bien sûr. tout ce climat de merde, je vais le dire comme ça. Le seul responsable, c'est Emmanuel Macron. Mais c'est pour pas- rien en plus, parce que Pour rien, mais enfin, oui. ça a commencé avec Macron et Édouard Philippe sur le 3e référendum. Oui, vous vous oui, c'est rappelez, ça. il y a Oui, eu avec des le accords, Covid. Oui, il devait y avoir oui, un oui. 3e C'est référendum. ça, c'est ça. Et au moment du 3e référendum, la partie indépendantiste, elle a dit, mais parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le deuil coutumier là-bas, c'est que tu votes pas, en gros, je caricature, tu votes pas en plein pendant l'épidémie avec Ouais, des gens qui étaient morts, etc. Ouais, c'est ça. Et donc ils ont dit non, pas le référendum maintenant. À ce moment-là, franchement, qu'est-ce que ça coûtait d'attendre 6 mois ou un an de plus dans un processus qui dure depuis des années et des années? Ils ont dit bah on le fait quand même. Les autres, ils ont boycotté. À la fin, ils disent bah on a gagné le référendum. Bah oui, forcément, tu as gagné si ceux qui sont contre pour l'indépendance viennent pas voter. Et il dit ah ça y est, c'est bon, c'est fini, on a fait le 3e référendum, maintenant on va faire le dégel du corps électoral. Honnêtement, je parlais tout à l'heure un peu de l'art de la diplomatie, de la politique. Honnêtement, s'il y a bien un sujet sur lequel en France, on avait réussi, après des années qui avaient été très difficiles, mais depuis la fin des années 80, on avait réussi à construire un chemin qui était un chemin apaisé, Ah, puis c'est vrai.
qui passaient par des consultations. Je dis pas que c'était facile, je dis pas qu'il n'y avait pas des problèmes. Tu parles Mais des au moins- accords de Nouméa? Ouais, c'est Ouais, les accords ok. de Nouméa, les accords de Matignon. On avait dit il y aura 3 référendums avec des années successives et puis il y a un corps électoral qui est gelé. Pourquoi on gèle le corps électoral? Mais parce que sinon la partie du peuple d'origine, qui est le peuple premier, Ouais. comme on dit, bah forcément elle craint de se faire noyer d'un point de vue démographique. Et donc si vous voulez un accord avec eux, c'est normal de dire bah, on gèle le corps électoral pour que leur part dans la population en général, elle reste à peu près stable Stable, ouais. et il n'y ait pas plein de gens qui arrivent et bon, on peut le comprendre, quoi. Moi, je le comprends en tout cas. Bon, Parfaitement. donc c'est absurde d'avoir dégelé. Donc là, maintenant, il dégèle et maintenant, il a mis le bordel pour rien. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait dire les accords de encore, Nouméa, hein. c'est fini, on rediscute, on se remet tous autour d'une table et on retrouve un nouvel accord. Et on revote dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est ça. Qu'est-ce que ça coûte? Si Macron, il pense que les gens là-bas sont majoritairement pour rester avec la France. Lui, c'est ce qu'il pense, Macron. Eh ben, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça lui coûte de le faire voter dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et puis s'il change d'avis, il change d'avis, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Bref, reformuler en cours. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quel est le projet pour 2027? Est-ce que vous préparez l'élection dès maintenant, le programme, candidat? Honnêtement, le programme, on a toujours fonctionné de la même manière. Nous, on a une base programmatique, c'est celle L'Avenir en commun. Et puis ensuite, à chaque fin de mandature, ben, on a amélioré. Déjà, la situation peut avoir changé sur certains sujets. Ouais. Et puis, on a déposé par exemple des textes de loi à l'Assemblée nationale. Sur certains sujets, on a complété encore notre expertise, notre connaissance. Ben, on prend tout le travail qu'on a fait dans les 5 ans et on va mixer ça avec le programme pour améliorer le programme. On affine, quoi, en avançant. Donc ça, c'est quelque chose, oui, sur lequel on travaille. La question de la candidature, on prend encore un peu de temps parce que bah, la vérité, tout le monde le sait. S'il y a une élection présidentielle demain, Ouais. Mélenchon, c'est celui qui est le plus identifié, le plus connu. Bien sûr. Sûr. Si c'est dans plusieurs années, lui-même, il a dit, moi, j'aspire à être remplacé. Donc, on essaye aussi de faire émerger, comme on dit, d'autres figures politiques. Mais forcément, ça prend du temps, c'est pas facile. Ah, un candidat à l'élection présidentielle, ça se crée pas en claquant des doigts. Oui, oui. Donc voilà, on prend un petit peu de temps. Mais on a bien avancé, moi, je trouve. On a bien travaillé. La FI va-t-elle fixer... Parce qu'il y a quelqu'un qui croit que je ne veux pas répondre à la question sur le handicap. Ah oui, le spam. Alors, sur le handicap, la FI va-t-elle fixer l'âge sur le SMIC? La question du handicap de manière générale. Bon, il n'y a aucune volonté de ne pas y répondre. J'ai D'abord- honte de ce gouvernement et tout. Ils disent waouh. Alors après, d'abord, je veux dire que Ouais. il n'y a pas aujourd'hui, et ça c'est une honte dans le nouveau gouvernement, même si pour certains elle peut apparaître que de l'affichage, mais c'est quand même une honte sur le fait qu'il n'y a aucun ministre ou aucun secrétaire d'État qui a dans son intitulé la question on va dire de la lutte ou de la prise en compte des personnes. C'était un secrétariat d'État aux personnes handicapées, je crois, dans le gouvernement précédent. Donc oui, bien sûr que c'est honteux et que c'est un sujet majeur, que trop souvent on donne l'impression que en fait ce serait des gens qui ne seraient pas comme des citoyens comme les autres et qui ne sont pas pris en compte dans leurs problématiques. Donc oui, on est bien évidemment favorable à ça. L'indexation de l'âge sur le SMIC, oui. La lutte contre le validisme, on m'a dit bien évidemment. Après, là où il y a peut-être un débat, mais il faudrait qu'on l'ait plus en détail. Il y a quelqu'un qui me demande si je vais m'opposer à la loi validiste sur la fin de vie. Là, j'ai un débat parce que je ne crois ça, pas que c'est- la loi soit validiste, même s'il peut y avoir parfois certaines formulations ou certaines dispositions qui peuvent l'être. Donc ça mérite un débat un peu plus approfondi. Mais moi, en tout cas, et c'est la position que j'ai défendue avec Jean-Luc Mélenchon et avec tout le monde dans le programme L'Avenir en commun, je suis favorable à l'idée de manière encadrée, responsable bien sûr, qu'on puisse choisir librement la fin de sa vie et que c'est un nouveau droit. Et c'est important de dire à tout le monde que c'est un droit, c'est pas une obligation. Il n'y a personne à qui on va obliger de mourir s'il n'en a pas envie. C'est juste un droit qu'on offre à quelqu'un. Je peux comprendre que pour des raisons religieuses, certains ne veulent pas le faire et personne n'a l'intention de leur imposer. Mais je pense que c'est un nouveau droit et qu'il faut le faire. Donc sur ce point-là, je crois qu'on n'est pas d'accord, je pense. Enfin,
avec la personne qui a posé la question, mais c'est pas grave, c'est le débat aussi. Et puis, avec plaisir pour en reparler. Et en tout cas, je sais qu'il y a eu des alertes, notamment des associations qui luttent sur la question du handicap vis-à-vis de certaines dispositions de la loi. Et en tout cas, oui, celles-là, il faut les entendre, bien sûr. En gros, il y avait des alertes sur le fait que cette loi, elle pousse en quelque sorte, parce que des gens ont un handicap, à les pousser vers la fin de vie plutôt que de se poser la question de savoir comment, au contraire, et ça c'est une vraie problématique, ils peuvent avoir leur place, toute leur place dans la société aujourd'hui. Donc il y a plein de sujets qui sont connexes à la question du handicap. Par exemple, il n'y a pas longtemps, c'était la rentrée scolaire, il y a toute la question aussi des aides pour les enfants en situation de handicap à l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas une école en France où il n'y a pas un problème avec un manque d'AESH pour prendre en charge les enfants qui souffrent ou qui ont un handicap au moment de leur arrivée à l'école. Donc oui, en tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille, même si je pense qu'il y a encore des gens qui peuvent... on peut encore travailler encore plus, parce qu'on n'est pas parfait. Voilà. On est tous unis pour vaincre les handicapés. Non. Ah là, si tu dis ça, je pense que là, le chat, il va pas être très content. Non, c'est le handicap, pardon. Voilà, c'est mieux. C'est qui a dit ça? C'est un rappeur qui a dit ça. Quel rappeur a dit ça? C'est Gradure. Ah ouais. Gradure, c'est un personnage, c'est Gradure. Je connais. Il avait participé à une association sur le handicap, etc. Il a fait une photo avec un... Ah, et il a dit ça. Il a mis hashtag tous unis pour vaincre les handicapés, mais il voulait dire tous unis contre le handicap, quoi. Pour vaincre le handicap. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais moi, par contre, je suis une génération rap français aussi, je ne l'ai pas dit. Oh, ça écoute quoi? Bah, moi, ma génération, c'était IAM, La Funky Family. Waouh, des musiques d'ancêtres. Après, je me suis modernisé, comme tout le monde. Mais... ouais, beaucoup l'école marseillaise quand même. Maintenant, c'est Jul un peu. Jul. Ouais. Au début, moi, j'étais très critique parce que j'étais un peu puriste. Ouais. Donc, la voix déformée, tout ça, c'était un peu... Comment on appelle ça, l'autotune? Ouais, l'autotune, c'était un peu... J'étais un peu... Ah, c'est pas vraiment de la musique oreilles, et tout. Quoi. Et en vrai, je trouve qu'il a quand même réussi bien son truc, franchement, si je suis honnête. Donc voilà. Bref, je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Laura Luciano, on m'a dit, ouais, Laura Luciano, pas mal. Voilà. Tu peux t'arrêter quand tu veux. Bah, il est 21h, on va s'arrêter. Désolé à tous ceux pour qui on n'a pas posé la... J'ai pas pu répondre aux questions, mais on refera à l'occasion. Mais c'est juste parce que ça défile très vite, c'est difficile de ah, c'est Twitch, hein, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Hein. Les questions, mais c'est bien, si ça défile vite, c'est qu'il y a du monde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et bah voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on dit en conclusion, mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi. Bah oui, merci d'avoir pris le temps de développer tes réponses, de m'avoir invité aussi. Ça m'a fait plaisir. Ton équipe formidable, vraiment, les locaux formidables aussi. Franchement, j'ai été bien accueilli, les gars. Franchement, c'est pas pour être... mais franchement, je suis content. Je vous ai promis ce stream. C'était ton équipe m'avait contacté il y a 2-3 semaines pendant les events et tout. Est-ce que tu serais chaud pour faire un truc avec Manuel Bompard, etc. J'étais en mode quoi? Ok, moi je suis chaud. Moi je suis chaud à la base. Vous savez les gars, à la base on avait pris la tête. Ouais, donc là tu nous avais promis David Guiraud, blablabla, Louis Boyard, tout ça. Bon, j'ai eu Louis Boyard. Vous inquiétez pas, David il va arriver. Mais on a eu Manuel Bompard, s'il vous plaît. On passera le message à David aussi. Les gars, quand même. Ah, pour lui dire que ça se passe bien et qu'on est bien accueillis. Ça va, c'était lourd, les gars. Bah, je vais couper le stream, les gars. Merci en tout cas. Merci. Si vous voulez suivre Manuel Bompard sur les réseaux, n'hésitez pas. Demain, il sera sur RTL. Donc, 7h40. 7h40. Bon, force à vous, les gars, pour vous lever. Moi, se lève. Hein. Moi, je serai endormi dans mon lit, bien au chaud. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Ça a toujours été un stream. Moi, je voulais pas faire un stream genre qu'on parle de ta vie, passé, etc. Moi, j'aime bien les streams où il y a l'actualité. Tu vois, c'est des choses brûlantes, des choses actuelles. Et vraiment, je suis content d'avoir fait ce stream. Franchement, je suis content et merci. Ah bah super. Moi aussi, je suis très content. Merci de l'accueil. Merci à tout le monde. Force à vous. Lâchez rien. Des fois, ça peut donner l'impression qu'ils sont très forts en face, mais ils sont pas si forts que ça. Si on est ensemble, on est plus fort. Et du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, je serai là à 19h. Je serai là à 19h, les gars. Bonne soirée, le chat. Ciao. J'ai pas de hidden screen. Du coup, je vais couper brutalement. Brutal. Ciao.